Tout commence par un jeu appelé Prison Day, créé par un dieu cosmique sombre juste pour passer le temps. Ce jeu à participation forcée propose des donjons de difficulté variées, et les joueurs sont choisis au hasard. Cependant, si vous échouez dans cette aventure, vous serez scellé à jamais dans le jeu, sans aucune chance de vous échapper. À cause de cela, tout le monde croyait pouvoir vaincre le boss, obtenir une carte de rang S et devenir un gagnant. Mais au milieu de toute cette destruction, l'unique survivant de ce jeu cruel n'était qu'une seule personne. Notre protagoniste pensait qu'en terminant des donjons et en devenant plus fort, il réaliserait ses désirs, mais le résultat fut de devenir un dieu. Pourtant, il semble tout sauf heureux de cette fin, déclarant qu'il ne deviendra pas un membre des dieux sombres. Une entité dit alors à Tukia de se joindre à eux pour obtenir la vie éternelle et le pouvoir d'un dieu afin qu'ils puissent régner ensemble. Cet être sombre lui demande alors s'il va vraiment abandonner sa qualification pour devenir une divinité. Tukia confirme, se lamentant que même après avoir fait tous les bons choix, il a fini par perdre sa mère, ses amis et sa petite amie. Ensuite, nous voyons des flashs des souvenirs du protagoniste, montrant que toutes les personnes importantes pour lui ont été perdues dans ce jeu. Le dieu sombre s'adresse à l'unique survivant, Kurozu Tukia, et lui demande son prochain souhait. Le seul souhait du jeune homme était d'avoir une vie paisible et normale avec les gens qu'il aimait à ses côtés. Sur ce, il se souvient de sa petite amie lui demandant un rendez-vous pour le week-end tout en lui tenant la main. Poussé par ce souvenir, le protagoniste hurle que l'entité a tout détruit, et qu'il va maintenant effacer ce monde et son histoire douloureuse. Soudain, une lumière brillante jaillit de la main de notre héros, et une carte dorée commence à se matérialiser. Il avertit le type de cesser ses menaces car cette carte détient un pouvoir que l'entité ne peut pas contrôler. Tukia dévoile alors sa carte de retour dans le temps qui peut effacer les souvenirs de tous et lui permettre de refaire sa vie. En voyant cela, l'entité est stupéfaite, incapable de croire que le jeune homme a réussi à obtenir une telle carte. L'être remarque que c'est intéressant et espère le revoir avant de disparaître. Dans une lueur intense, l'effet de retour dans le temps de la carte dorée s'active. Tokyo jure qu'il reviendra préparé et ne laissera plus rien de précieux lui être enlevé. Soudain, les yeux du protagoniste s'ouvrent brusquement, montrant que l'effet a fonctionné. Il se réveille en sursaut dans un lit d'hôpital, complètement désorienté et inconscient de son environnement. Regardant autour de lui avec une expression perplexe, le jeune homme essaie de comprendre ce qui vient de se passer. Le protagoniste fixe ses propres mains, réalisant enfin qu'il a réussi à remonter le temps. Il balaie la pièce du regard et se demande s'il est vraiment à l'hôpital de la ville de Midorasaki. À ce moment-là, sa mère entre dans la chambre et lui demande avec inquiétude s'il a fait un autre cauchemar. Avec un doux sourire, elle s'approche et le réconforte, lui disant qu'elle est là et qu'il n'a pas à s'inquiéter. Voyant sa mère vivante et en bonne santé devant lui, Tukyo est totalement choqué et l'appelle doucement par son nom. Il se souvient que dans la chronologie précédente, sa conscience a été scellée dans le jeu, la laissant dans un état végétatif. Submergé par l'émotion, le jeune homme l'étreint fort, lui disant à quel point elle lui a manqué. Déconcerté par la réaction de son fils, elle lui demande si son état s'est aggravé. Nous apprenons que Kurozu Tokyo est hospitalisé depuis l'enfance pour un trouble dissociatif sévère. À cause de cela, il entend constamment les voix de multiples personnalités dans sa tête, mais personne ne le croit. Même si sa condition l'empêchait de mener une vie normale, c'était précisément la routine à laquelle il avait toujours aspiré. Cependant, une horloge numérique sur la table indique 17h26, et le temps presse. Tokyo réalise que le « Prison Day » commence à 18h, ce qui signifie qu'il n'a que 34 minutes de liberté. Sa conscience sera transférée, et s'il perd dans le jeu, son corps dans le monde réel tombera dans un coma permanent. Sachant que les débutants commencent dans des donjons de rang E, il se dépêche de noter toutes les stratégies dont il se souvient. Conscient que les donjons sont simples si l'on connaît les règles, il déclare qu'il finira d'écrire tout en seulement 10 minutes. Tukia doit écrire d'une manière que sa mère puisse comprendre pour augmenter ses chances et aussi pour aider son ami Kita. Sa mère lui conseille alors de ne pas en faire trop et mentionne qu'elle sort juste pour descendre les poubelles. En la regardant partir, il se dit que contrairement à son père, sa mère ne l'a jamais abandonné. Il se souvient comment son père a dilapidé l'argent de la famille et les a simplement abandonnés. Sa mère l'a élevé seul à travers d'innombrables épreuves, et il comprend seulement maintenant que les choses les plus précieuses étaient toujours à ses côtés. Brusquement, la porte de sa chambre s'ouvre et quelqu'un entre. C'était son ami Kita, portant ses snacks préférés. Le protagoniste remarque que ça fait longtemps. Son ami est perplexe, car ils se sont vus il y a seulement 3 jours. On découvre que c'est son ami d'enfance, Gegonu, Shikita. Shikita était le seul à le défendre quand il était enfant, lorsque les autres le traitaient mal à cause de sa maladie. Cependant, dans sa vie antérieure, son ami est mort en essayant de l'aider, et notre héros jure de ne pas laisser cette tragédie se répéter. De retour au présent, son ami curieux lui demande ce qu'il écrit. Takiya répond que c'est un guide de stratégie. Son ami se demande s'il devrait jouer à des jeux car cela pourrait aggraver son état, mais le jeune homme insiste sur le fait qu'il doit le faire. Kita finit par comprendre, pensant que ce doit être un jeu incroyable pour qu'il soit si déterminé à y jouer. Le protagoniste lui tend les carnets, lui ordonnant d'en lire un et de donner l'autre à sa mère, laissant son ami perplexe.
Il presse Kita de lire et de mémoriser autant que possible, promettant que ce sera certainement utile plus tard. Bien que trouvant le comportement de son ami étrange, le jeune homme accepte et prend les carnets. Tukia décide que pour protéger ceux qu'il aime, il doit terminer les donjons, collecter les cartes et devenir le plus fort. Le narrateur explique que vaincre des monstres rapporte des cartes de différents types comme des armes, des objets et des compétences qui confèrent des pouvoirs. Il n'existe que 15 cartes de rang S, dotées d'effets absolus avec lesquels même les dieux sombres ne peuvent interférer, l'une d'elles étant la carte de retour dans le temps. Déterminé, Tokyo affirme que les cartes de rang S seront ses atouts et qu'il les collectera toutes pour vaincre les dieux sombres. L'horloge sur la table approche de 6 heures, l'heure du début du jeu est presque arrivée. Jetant un coup d'œil à l'horloge et à une photo sur la table, le protagoniste sait que le « Prison Day » est sur le point de commencer. La photo le montre heureux avec sa mère et Kida, mais cette vie paisible sera terminée dans une minute. Une notification du système apparaît alors, le félicitant d'avoir été sélectionné comme joueur dans le premier groupe. L'image sur la table commence à boguer, avec des artefacts numériques apparaissant sur la photo de famille. À cet instant, le corps de notre héros commence à se numériser tandis que son âme est exportée dans le jeu. Le système lance alors le processus d'importation de ses souvenirs de jeu dans son esprit. Maintenant dans l'espace numérique, Tukia jure que cette fois, il protégera ses proches et redeviendra le plus fort. Avec un regard furieux, il promet de vaincre le dieu insensé qui joue avec leur monde. Un écran d'accueil pour le « Prison Day » se matérialise, souhaitant aux joueurs une partie agréable. Le système charge les données du joueur Kurozu Tokyo et crée le premier donjon de classe E, le bureau de la fin. Ensuite, le système tente d'effacer ses souvenirs du monde réel, mais échoue à plusieurs reprises. La génération du boss étant terminée, le jeune homme réalise que tout est identique à sa vie précédente. Il se retrouve dans un donjon qui ressemble exactement à un bureau du monde réel. Le protagoniste sait que certains joueurs voient leurs souvenirs effacés, mais pour une raison quelconque, les siens restent intacts. Sachant déjà ce qu'il attend, il se prépare pour le donjon d'ouverture de classe. Le donjon est nommé le bureau de la fin, et plusieurs personnes sont à leur bureau, inconscientes du danger. Pour terminer ce donjon de bas niveau, il faut vaincre 3 boss, chacun ayant des capacités différentes. Sans perdre une seconde, le protagoniste ordonne au système d'ouvrir son panneau de statut, et un écran bleu apparaît. Sur ce, le panneau de statut de Kurozu Tokyo s'ouvre, révélant ses informations de joueur. Il note que tout a été réinitialisé. Vaincre les 3 boss maintenant est presque impossible, donc sa priorité est d'améliorer ses compétences. Le jeune homme s'interroge sur la bénédiction non identifiable et se demande si elle est liée à ses souvenirs de sa vie passée. Quoi qu'il en soit, il a besoin d'une carte de compétences pour vaincre le niveau, un boss, et il élabore sa prochaine stratégie. Soudain, une idée frappe le protagoniste alors qu'il se souvient de quelque chose de crucial à propos de ce donjon. Il se souvient d'une quête secondaire cachée. S'il peut y obtenir une carte de compétence, la victoire ne sera pas si difficile. Avec 10 minutes restantes avant le début de la mission principale, Tokiya se lève, déterminé, sachant qu'il est encore temps d'agir. Se précipitant à travers le bureau, il se souvient de la voix qu'il entend depuis son enfance, notant qu'elle était plus claire après sa renaissance. Les voix parlaient de sauver la Terre, insistant sur le fait que pour gagner, ils devaient fusionner leur pouvoir avec le sien pour vaincre le dieu sombre. Perplexe, il se demande s'il peut obtenir un pouvoir distinct des cartes de rang S. Il s'arrête alors devant la porte des toilettes pour hommes, sa destination. Décidant de percer le mystère des voix plus tard, il entre dans les toilettes, concentré sur la quête secondaire. En arrivant, il confirme que c'est bien l'endroit et que sa première tâche est de déverrouiller le coffre au trésor. Une notification du système l'informe qu'il a atteint l'emplacement caché et que la quête secondaire commence. Un écran bleu révèle le nom de la mission, le secret caché dans les toilettes pour hommes. Sans perdre de temps, le protagoniste défonce la porte d'une cabine d'un coup de pied, hurlant qu'il va terminer ça à toute vitesse. À l'intérieur de la cabine, une petite créature bleue à cornes est surprise par l'intrusion soudaine. Le système identifie la créature comme l'ogre lâche, une légende urbaine perchée sur le coffre. Le petit monstre essaie d'avoir l'air menaçant, se gonflant et poussant un grognement féroce pour intimider le jeune homme. Mais avec des yeux rouges brillants, Takiya hurle à l'ogre de dégager ou sinon. Le minuscule monstre recule de peur face à la menace du protagoniste, l'air sur le point de pleurer. Avec un cri terrifié, la petite créature bleue se démène et s'éloigne du jeune homme en sautant. Une notification du système apparaît, l'informant que l'ogre lâche a été vaincu et qu'il a sécurisé le coffre. Le héros songe qu'une créature si faible gardait le trésor. Elle s'est enfuie dès qu'il l'a menacée. Mais le système indique que bien que le coffre contienne la récompense, il ne peut être ouvert sans clé. Indifférent, le protagoniste frappe simplement fort du pied, brisant le coffre au trésor. Sur ce, le système annonce simplement que le joueur a réussi à briser le coffre au trésor. Il remarque que beaucoup se font avoir par l'affichage et ont manqué cela, mais un débutant peut facilement réclamer les cartes. Le système liste alors les objets acquis, cartes de vigueur, de vitesse et de puissance, toutes de classe E. Il tient les 3 cartes de compétences de base, déclarant qu'avec elles, il peut enfin activer son statut de joueur. Le jeune homme active alors les cartes,
et son corps est enveloppé d'une aura verte tandis que ses compétences augmentent. Le système confirme que sa vitesse, sa puissance et sa vigueur sont passées au niveau 1, avec un maximum au niveau 5. Avec un sourire confiant, il note que l'effet est mineur mais clair, et qu'il peut maintenant affronter les 3 boss. Son panneau de statut se met à jour, affichant désormais ses compétences de base au niveau 1 aux côtés de la bénédiction non identifiable. Activez le panneau avec les cartes fait de lui un joueur officiel. Même au niveau 1, il est bien au-delà d'un humain normal. Pour tester sa nouvelle force, le protagoniste frappe le mur des toilettes, qui se fissure sous l'impact. Le miroir se brise également en d'innombrables morceaux, incapable de résister à la force du coup. Il se dit qu'avec ses statistiques et son expérience de sa vie passée, il devrait terminer ce donjon avec facilité. Mais il sait que vaincre les dieux et protéger le monde est encore un objectif lointain. Sur ce, il jure d'utiliser tous les outils à sa disposition, y compris le pouvoir du propriétaire de cette voie. Regardant l'écran du système, le protagoniste dit qu'il a besoin de mieux comprendre cette bénédiction non identifiable. Il crie alors au système, demandant si le propriétaire de la voie lui a donné cette étrange bénédiction. Avec un sourire en coin, il admet qu'il plaisantait, car il ne s'attendait pas à une réponse de toute façon. Soudain, une voix mystérieuse résonne dans son esprit, déclarant qu'à partir de maintenant, tout dépend de lui. À cet instant, des silhouettes sombres et sinistres commencent à se former autour de notre héros dans les toilettes. Les ombres l'engloutissent alors complètement, l'entraînant dans un espace sombre et inconnu. Totalement confus, le jeune homme se retrouve flottant dans un vide, incapable de comprendre ce qui se passe. La voix continue son message, affirmant qu'il le surveille toujours de quelque part. Il exige de savoir qui ils sont, pourquoi ils l'aident avec cette bénédiction mystérieuse, et quelles sont leurs motivations. L'entité répond qu'il doit d'abord prouver sa valeur car leur aide n'était qu'un caprice. De retour dans les toilettes, la voix l'avertit que la bataille est sur le point de commencer et qu'il doit se dépêcher. Avec un regard déterminé, Takiya affirme qu'il veut leur pouvoir et qu'il prouvera sans aucun doute sa force. Une notification du système annonce que le compte à rebours est terminé, que le boss a été généré et que le mode raid a commencé. L'écran leur souhaite la bienvenue au « Prison Day » et annonce que le défi dans le donjon du bureau de la fin commence. Un avertissement apparaît, toute personne qui n'est pas en position échouera le raid. Le temps imparti est de 59 secondes. Le protagoniste sprint confiant qu'avec sa carte de vitesse, il y arrivera avec du temps de reste. Avec seulement 18 secondes restantes, la tension monte alors qu'il court à travers le bureau. Cependant, 2 hommes bloquent la porte d'entrée, criant qu'ils n'ont pas le temps pour des jeux. Agacé, le héros pense qu'il y a toujours quelques imbéciles qui ne comprennent pas la situation. Dès que le chronomètre atteint 0, les 2 joueurs à la porte sont instantanément éliminés. Les autres joueurs sont stupéfaits par la scène, réalisant que ce jeu est réel et mortel. Takiya observe simplement calmement, remarquant que si vous enfreignez les règles ici, c'est tout simplement fini. Soudain, une porte numérique rouge commence à se fermer, et tout le monde panique, ne sachant que faire. Un avertissement clignote, le boss apparaîtra bientôt, et la bataille contre les monstres de rang E commencera. Au milieu du chaos, les silhouettes du premier boss et de ses sbires apparaissent devant eux. Le protagoniste savait déjà que cela arriverait et que pour terminer le donjon, tous les boss devaient tomber. Sur ce, le premier boss se matérialise, ressemblant à un concierge, et annonce qu'il est temps de sortir les poubelles. Le système affiche les statistiques du boss récupérateur de rang E, maniant un balai en fer et une pelle à poussière tranchante. Ces sbires sont les monstres nettoyeurs de rang E avec des statistiques et des armes bien plus basiques que celles du boss. Un des joueurs se moque des monstres, disant qu'un simple rang E n'est pas une source d'inquiétude. Un homme énorme est d'accord, se vantant qu'il abattra ses mauviettes avec seulement quelques bons coups de poing. Tokyo avertit tout le monde de rester calme car leur force défie le bon sens, et ils ne devraient pas être arrogants. Il sait que même au niveau 1, ces monstres sont au-delà de ce qu'un civil peut gérer. La force brute est une condamnation à mort. Le grand homme se met en colère et dit au protagoniste de se taire, car il est arrivé de justesse et n'a pas le droit de parler. Avec un sourire malicieux, il déclare qu'il frappera le premier et se hissera au sommet du classement des éliminations. L'homme rêve déjà de devenir milliardaire avec des voitures, des manoirs et des femmes. Risque élevé, récompense élevée. Il charge alors en avant, hurlant au monstre de devenir juste un autre tremplin vers son immense fortune. Cependant, le boss part l'attaque avec son balai en fer, qui brille d'une intense énergie verte. Le malabar est projeté en l'air, atterrissant durement sur le sol, et laissant les autres joueurs terrifiés. Le boss annonce alors que le service de nettoyage a commencé, et ses sbires avancent sur les joueurs horrifiés. Le boss rit, déclarant que tous les déchets ici doivent être désinfectés, tandis que les joueurs crient à l'aide. Mais au milieu de ce chaos, notre héros reste calme, se préparant à passer à l'action. Il se jette sur l'un des monstres, lui assénant un coup de poing puissant qui le projette en arrière avec force. À l'impact, le sbire heurte le sol et se dissout dans une lumière verte, signalant sa défaite. Le jeune homme déclare que pour terminer le jeu, le boss doit être vaincu. Il doit devenir plus fort et réclamer une carte de rang S. Les autres joueurs sont stupéfaits de voir quelqu'un se battre même après que l'homme musclé ait été abattu. Un des sbires se relève, insistant sur le fait qu'il doit continuer à nettoyer les déchets,
prouvant qu'il n'a pas fini. Maniant un balai, le protagoniste attaque le monstre avec une puissante frappe verticale infusée d'énergie. Le sbire se dissout en particules de lumière, et une carte rouge apparaît à sa place en guise de récompense. Il explique que la notification de récompense n'apparaît que si vous portez le coup de grâce, sinon, vous devez finir le travail. Les joueurs sont abasourdis, se demandant qui il est, car il est clairement plus fort que le type musclé d'avant. Le jeune homme songe que même à bas niveau, vaincre ces monstres pourrait rapporter l'une des 3 cartes. Sans tarder, le protagoniste décide d'activer la carte de puissance qu'il vient d'acquérir au combat. Le système confirme que sa puissance est passée du niveau 1 au niveau 2 avec l'activation de la carte. Immédiatement après, un autre des sbires du boss apparaît, prêt à attaquer notre héros avec son balai en fer. Il sait qu'après l'éveil, même une différence d'un seul niveau est suffisante pour submerger un adversaire. Le monstre charge en avant avec son balai, tentant de frapper notre protagoniste. Mais avec un sourire en coin, le héros déclare que le monstre ne vaut même pas son temps précieux. D'un seul coup rapide et précis, il vainc le sbire qui disparaît en lumière devant lui. Il obtient une autre carte de puissance, augmentant son niveau de puissance à 3 et le rendant encore plus fort. Soudain, le jeune homme sent une attaque par derrière et se retourne pour se défendre. D'un mouvement rapide et précis, il utilise son balai en fer pour contre-attaquer et vaincre la créature. Tukia dit alors avec un air de supériorité que les coups bas ne fonctionnent pas sur lui. Une notification du système confirme qu'il a vaincu un autre nettoyeur et obtenu une carte de vitesse de rang E. Il sourit, tenant la nouvelle carte verte, notant que la vitesse est un autre attribut crucial pour la victoire. Le boss et ses sbires restants se tournent vers le jeune homme, le traitant de déchet immonde et dégoûtant. Le narrateur explique qu'en raison de la valeur d'agression, les joueurs ayant de nombreuses éliminations sont ciblés plus lourdement, ce qui augmente la difficulté. Le héros sait que la compétence du boss augmente sa puissance, il doit donc se battre seul et les abattre un par un. Sur ce, le boss et ses 2 derniers sbires chargent notre protagoniste de toute leur force. Tukia crie aux autres joueurs de jeter des objets sur les monstres pour lui faire gagner du temps pour une contre-attaque. Il pense que s'il y a quelqu'un avec du potentiel ici, il peut les aider à terminer le donjon, permettant à plus de gens de survivre. Cependant, les autres joueurs sont terrifiés, disant qu'ils seront éliminés s'il attaque les monstres. Voyant leur lâcheté, le protagoniste réalise qu'il devra créer sa propre ouverture. Le boss charge en avant, balai levé, criant des insanités alors qu'il se prépare à frapper. Mais le jeune homme lance un clavier sur le monstre, ce qui bloque l'attaque et crée une petite fenêtre d'opportunité. Les autres joueurs sont surpris par son geste, et le héros pousse un soupir de soulagement en voyant que ça a fonctionné. Un des joueurs crie alors aux autres que le jeune homme se bat pour eux, et qu'ils doivent l'aider. Mais l'homme en costume le retient, criant que des gens normaux comme eux ne peuvent pas combattre des monstres. Le boss devient furieux contre les joueurs, déclarant qu'il va nettoyer tout ces tas d'ordures. Sur ce, le monstre charge vers les autres joueurs, qui hurlent de terreur à son approche. Un joueur crie de désespoir, suppliant quelqu'un de faire quelque chose alors que le monstre se rapproche. Mais il agit rapidement, éliminant les 2 sbires restants d'un coup et sauvant le jeune homme. Avec un sourire confiant, il pense qu'avec ses statistiques actuelles, il peut en finir en une seconde. Il ne reste que le boss. Le système le récompense avec une autre carte de vitesse et une carte de puissance pour avoir vaincu les sbires. Le boss se tourne alors vers un autre joueur, criant qu'il doit nettoyer les ordures, tandis que l'homme supplie qu'on l'aide. Alors, le protagoniste apparaît derrière le monstre et déclare froidement que la seule ordure ici, c'est lui. D'un seul coup, précis et puissant, il achève le boss, qui s'effondre sans aucune chance de riposter. Le système félicite le joueur Kurozu Tokia pour avoir vaincu avec succès le boss du premier niveau. Avec cela, le classement de contribution est débloqué, et le jeune homme reçoit des prix pour avoir vaincu le boss. Avec 700 points, il prend la première place et apprend que les leaders ont reçu la carte de rang S numéro 1. Il se souvient qu'il n'a pas obtenu cette carte dans sa vie passée et s'interroge sur son pouvoir. Il remarque que les autres joueurs n'ont toujours vaincu aucun monstre, mais sait que rester au sommet sera un défi. Il est expliqué que le classement inclut chaque joueur invité dans le premier donjon à travers le monde. L'arrivée du jour de la prison s'est produite simultanément à travers le monde, affectant d'innombrables personnes en même temps. Il se souvient que dans sa vie antérieure, il y avait de nombreux individus puissants dotés de capacités uniques et incroyables. Comme les récompenses et les classements changent à chaque donjon, il doit toujours les terminer avec un score parfait. Maintenant plus fort que jamais, il jure de vaincre le dieu sombre, et pour ce faire, il a besoin de la carte numéro 1. Le système affiche alors ses récompenses, 2 cartes de vigueur et 2 cartes spéciales, pureté et graine de fer. Il est surpris par la graine de fer, remarquant qu'il a eu de la chance car elle peut créer une arme basée sur son aura. La carte graine de fer crée une arme en fer dédiée et offre une chance d'en obtenir une spéciale. Il pense que les meilleures armes possibles seraient une épée ou un katana et espère avoir de la chance. Le protagoniste se tourne alors vers l'homme à lunettes qui l'a aidé plus tôt, le surprenant. Tukia note que l'homme l'a aidé dans une situation dangereuse, une qualité nécessaire pour un bon joueur. Le héros le remercie d'avoir distrait le boss, mais l'homme dit humblement qu'il essayait juste de se sauver. Pour cette raison, il offre à l'homme quelques cartes, expliquant qu'elles peuvent éveiller ses pouvoirs et l'aider.
Mais l'homme à lunettes se sent gêné et refuse, insistant sur le fait que le protagoniste devrait être celui qui les utilise. Tokyo insiste, lui disant de ne pas être timide puisqu'il a aidé et mérite la récompense. Il lui montre ensuite comment utiliser les cartes, pensant qu'il doit améliorer ses propres attributs pour le deuxième niveau. Sans perdre un instant, notre héros active ses propres cartes pour se préparer au prochain défi. Ses statistiques de puissance et de vitesse montent au niveau 4, et l'homme à lunettes comprend enfin le processus. Adachi active alors ses cartes et sent son corps devenir plus léger, expérimentant une montée de niveau pour la première fois. Sa fenêtre de statut apparaît, révélant son nom, Adachi Fumihiko, et ses nouveaux attributs de base. Il est choqué de voir qu'il a gagné des points d'expérience sans vaincre directement un monstre. Tukia explique que le simple fait de contribuer à un combat octroie de l'expérience, et que monter de niveau augmente également les attributs. Adachi demande alors le niveau de notre héros, et il répond qu'il est déjà au niveau 4, laissant l'homme stupéfait. Ensuite, nous voyons le panneau de statut mis à jour de Tukia, montrant qu'il a déjà atteint le niveau 4 dans toutes ses stats. Il prend alors la graine de fer, excité de voir quelle arme son aura va générer. La graine commence à se transformer dans sa main, libérant une énergie bleue intense et puissante. L'épée est une arme de type croissance qui absorbe les PV d'un adversaire et gagne une nouvelle compétence tous les 10 niveaux. Avec un sourire, il remarque que ce n'est pas mal du tout, et étant une arme rare, elle pourrait rivaliser avec une de Rancé. Adachi est abasourdi, disant que c'est plus qu'incroyable et exactement ce à quoi on s'attend de celui qui a vaincu le monstre. Le protagoniste pense que la nouvelle arme est loin d'égaler celle qu'il utilisait dans sa vie passée, mais admet qu'elle a du potentiel. Une notification du système félicite tout le monde pour avoir terminé avec succès le premier niveau du donjon. Immédiatement après, le deuxième niveau est annoncé, et tous les joueurs doivent se rendre au réfectoire du boss. Le jeune homme réalise que tout se déroule exactement comme dans sa vie passée, ce qui calme ses nerfs. Il invite alors Adachi à se joindre à lui, et l'homme à lunettes accepte sans hésitation. Tuki explique qu'il veut un compagnon intelligent pour l'avenir, et Adachi est un excellent choix. Ravi de l'opportunité, l'homme accepte, et le protagoniste les presse de se diriger vers le prochain lieu. Les autres joueurs commencent alors à le supplier de les emmener, promettant récompense et faveur. Un joueur soutient que s'il est si doué, il devrait aider les autres et emmener tout le monde avec lui. Les yeux rouges de fureur, le protagoniste menace d'écraser l'homme s'il ne bouge pas. Les joueurs sont complètement terrifiés par la menace et l'aura intimidante de notre héros. Sans un mot de plus, lui et Adachi passent devant les autres joueurs, qui s'écartent de peur. Un des joueurs commente son regard terrifiant et comment ce regard lui a glacé le sang. Adachi demande s'il va vraiment laisser les autres derrière, mais le protagoniste dit qu'il ne ferait que le ralentir. Il déclare froidement qu'il n'a aucun devoir de sauver tout le monde et qu'il n'est pas un saint. Adachi promet alors de faire de son mieux pour ne pas être un fardeau, et Tokyo l'avertit à propos du prochain boss. L'homme à lunettes est intrigué par la mention de corruption mentale et demande si c'est un malus du monstre. Ils arrivent au réfectoire du boss, où le système leur ordonne de s'asseoir pour participer au deuxième niveau. En entrant, l'arôme délicieux de la nourriture emplit l'air, et un monstre rouge apparaît devant eux. Adachi pousse un cri de surprise alors que le monstre rouge vif se matérialise soudainement devant lui. Tokyo l'avertit de s'asseoir rapidement, sinon il sera éliminé comme les autres qui n'ont pas suivi les règles. Ils prennent leur place, et l'homme à lunettes remarque que comme c'est proche du niveau 1, personne ne devrait être en retard. Mais le protagoniste rétorque que s'ils font le mauvais choix, ils n'arriveront pas à temps. Pendant ce temps, les autres joueurs courent désespérément dans le couloir, regrettant de ne pas être partis plus tôt. Le compte à rebours atteint juste 10 secondes et la tension monte pour les joueurs en retard. Ils atteignent enfin le réfectoire et se bousculent pour trouver une place où s'asseoir. Le chronomètre atteint alors 0, et le système annonce la fin du compte à rebours pour le deuxième niveau. Un des derniers joueurs à arriver se tient à la porte, soulagé, pensant qu'il est en sécurité. Mais soudain, il sent une présence terrifiante juste derrière lui, et ses yeux s'écarquillent de peur. Le boss de niveau le frappe par derrière, déclarant que son temps est écoulé et qu'il est hors du jeu. Les autres joueurs sont choqués, réalisant que le cuisinier rouge est le boss de niveau. Avec un chariot plein de nourriture bizarre, le boss ordonne à tous les joueurs de manger. Adachi grimace de dégoût alors que le boss sert une bave verte répugnante dans son assiette. Le repas semble être fait à partir des monstres du niveau précédent, le rendant encore plus grotesque. Le reflet dans les lunettes d'Adachi révèle sa terreur et sa répulsion face à la situation. Il réalise alors que la substance dans la nourriture est l'un des monstres d'avant et est horrifié. Le système prévient que regarder la nourriture causera une corruption mentale, diminuant leurs statistiques. Adachi s'inquiète qu'avec des attributs réduits, finir le donjon sera beaucoup plus difficile, mais Takiya regarde le repas complet et dit calmement à son ami que ce n'est pas tout. Une notification du système déclare que le banquet des enfers a été servi, laisser des restes entraînera des représailles du monstre. Avec 7 minutes restantes, un avertissement indique que si la valeur mentale d'un joueur tombe à 0, il sera disqualifié. Adachi panique, s'ils ne mangent pas, ils seront éliminés, mais il ne peut pas imaginer avaler ce truc. Avec un sourire confiant, Tukiya convient que c'est plus difficile que le niveau 1, mais il connaît le moyen de le terminer. Son ami propose de l'aider,
mais le héros lui dit d'attendre et d'utiliser la carte de pureté si nécessaire. La corruption mentale s'intensifie, et le système les informe que la puissance mentale des joueurs diminue régulièrement. Une joueuse dit que le simple fait de regarder cette nourriture dégoûtante lui donne envie de vomir. Le protagoniste sait qu'avec des compétences réduites par la corruption, vaincre les 4 monstres est impossible. La stratégie standard est de manger le banquet et de distraire les monstres, mais cela ne rapporte que des points de récompense minimes. Soudain, le système annonce que sa bénédiction inconnue l'a rendu immunisé aux attaques mentales, ce qui le choque. Avec un sourire confiant, le jeune homme déclare qu'ils peuvent maintenant le terminer en utilisant la règle cachée de haute difficulté. Il est ravi car il peut maintenant viser des récompenses de score élevé pour protéger son classement. Un des joueurs se rebelle, jetant son assiette par terre et criant qu'il ne mangera pas cette saleté. Adachi note que l'état mental de l'homme ne cesse pas effondré, et Toki explique que l'esprit se détériore plus vite. Le joueur perd complètement la tête, piétinant la nourriture dégoûtante sur le sol en riant et en hurlant qu'il ne la mangera absolument pas. À cet instant, le boss apparaît et assène un coup puissant au joueur qui a refusé la nourriture. Le monstre l'avertit que s'il ne mange pas, il sera éliminé, mais l'homme à terre refuse toujours d'obéir. Le boss attrape alors le visage du joueur, sa main brillant d'une intense énergie rouge. L'homme est traîné par le monstre, riant toujours hystériquement et refusant de manger la bave. La porte de la cuisine se claque, emportant le joueur désobéissant et le boss avec elle. Un des joueurs dit que s'ils ne mangent pas, ils seront éliminés, mais il est impossible d'avaler cette nourriture. Une alerte système montre qu'aucun joueur n'a fini le banquet, et la force mentale de tout le monde est maintenant à 60%. Le protagoniste explique que la règle cachée pour terminer ce niveau consiste à commencer en facile puis à passer en difficile. Il se lève alors et jette son assiette par terre, criant qu'il est impossible de manger ce truc. La première condition est d'attirer l'attention du monstre pour passer le jeu en mode difficile, ce qu'il vient de faire. Le système prévient que le monstre cuisinier l'a verrouillé comme cible, augmentant son risque d'élimination à 80%. Le boss apparaît derrière lui, menaçant de mettre son cerveau dans une poêle et de le cuire. La deuxième condition est de vaincre un ennemi pour concentrer l'agressivité des autres monstres sur lui, et c'est son prochain coup. Son épée dégainée, il charge l'un des monstres, l'attaquant d'un coup rapide et précis. Il enchaîne avec une attaque tournoyante, battant le monstre d'un seul coup décisif. Une notification confirme que le Malisprit a été vaincu, le récompensant de 2 cartes de puissance et d'une carte de vigueur. Avec cela, le niveau 2 commence officiellement, et sa statistique de puissance est mise à jour au niveau 5. Comme un ennemi a été vaincu, l'agressivité des 3 autres monte en flèche à 100%, activant le mode difficile. C'est la règle cachée de haute difficulté, la première frappe qui fait que tous les monstres se concentrent sur lui. Les 3 monstres restants entrent en mode rage, leurs yeux brillant en rouge, prêts à attaquer. En éliminant un, il réussit à attirer l'attention des autres, protégeant ainsi les autres joueurs. Il sait qu'avec toute l'agressivité concentrée sur lui, la chance d'être éliminé est beaucoup plus élevée, il doit donc être prudent. Par conséquent, il doit garder ses distances et conserver sa force pour le combat final contre le boss. En tant que cible unique, il ne peut pas utiliser de distraction et doit se battre avec tout ce qu'il a. Un des monstres le menace, disant qu'il ne s'échappera pas et sera transformé en viande hachée. Le boucher se jette avec son hachoir, mais le protagoniste part le coup avec sa nouvelle épée bleue. Serrant les dents, il parvient à retenir l'attaque du monstre qui semble surpris par sa force. Le monstre nain ne revient pas que le jeune homme ait arrêté sa lame et se prépare à utiliser une nouvelle technique. Il active sa compétence de maniement instantané du couteau, déchaînant une rafale de coups sur le héros. Mais avec un sourire en coin, le protagoniste pense « Je t'ai eu », ayant déjà conçu un plan pour gagner. Il sait qu'il manque de cartes et doit vaincre les sbires pour débloquer la capacité de son épée. Sur ce, il esquive les attaques et commence à contrer les monstres avec des frappes rapides et précises. Le monstre le nargue, lui demandant s'il peut suivre sa vitesse, se vantant d'être le plus rapide des cuisiniers. Il déclare que le jeune homme perdra et se demande si ses alliés peuvent vaincre une épée maudite comme la sienne. Le héros continue de se battre magistralement, touchant les 3 monstres à la fois. Son épée commence à briller alors qu'il bloque avec succès une des attaques du monstre. Une des créatures crie de surprise alors qu'un projectile est tiré de l'épée de notre protagoniste. Le monstre se demande comment leurs compétences peuvent être identiques et comment cela peut être si injuste. La compétence exclusive de l'épée se débloque, lui permettant d'utiliser la puissante coupe du fendeur de temps. Le monstre réalise alors que les attaques du jeune homme chargeaient ses points de compétence. Désespéré, il crie aux autres de fuir, réalisant que tout cela n'était qu'un piège bien planifié. Mais avec un sourire malicieux, le protagoniste dit qu'il est trop tard et active sa nouvelle compétence. D'un seul coup puissant d'énergie rouge, il frappe les 3 monstres en même temps. Le système confirme que le boucher, le gastronome et le hacheur ont tous été vaincus. La victoire assurée, il remarque que les pièges les plus évidents sont souvent les plus réels, et ramasse ses récompenses. Adachi est soulagé, disant que ses mains sont moites mais que le protagoniste a tout calculé parfaitement. Un avertissement système indique que la règle cachée a été activée. Le boss de niveau est maintenant enragé, augmentant ses capacités. Adachi panique,
voyant que les capacités du boss ont augmenté à cause de la règle cachée. Soudain, tout le réfectoire commence à trembler d'une sinistre énergie rouge, annonçant l'arrivée du boss. Le protagoniste avertit tout le monde que le boss est plus fort maintenant. S'ils ne le battent pas, ils seront tous éliminés. La règle cachée force une confrontation directe mais augmente les récompenses de 30% en échange. Avec un regard déterminé, le héros déclare que son objectif dans ce monde est de réclamer les meilleures récompenses. La porte de la cuisine explose, et le boss apparaît, ses mains brillant d'une énergie rouge. Furieux, il rugit, demandant qui a éliminé ces précieux cuisiniers, alors que ses stats sont révélés. Adachi est terrifié par la puissance du boss, se demandant s'ils peuvent vraiment gagner ce combat. Sans hésitation, le protagoniste utilise toutes ses cartes disponibles, se préparant pour l'affrontement final. Il sait qu'il ne peut pas se retenir contre le boss amélioré et libère toute sa puissance. 4 cartes de compétences sont utilisées en même temps, maximisant ses statistiques de puissance, de vitesse et de vigueur. Comme les cartes de son rang plafonnent au niveau 5, les cartes de vitesse restantes sont maintenant inutiles. Il jette les cartes supplémentaires à Adachi, lui disant de les utiliser immédiatement pour aider dans le combat. L'homme à lunettes active les cartes de vitesse qu'il a reçues de notre protagoniste, se renforçant. Ses statistiques de vitesse et de vigueur augmentent, et il réalise que le héros lui a donné les cartes pour l'aider à survivre. Le boss bugle furieusement, demandant une fois de plus qui était responsable d'avoir éliminé ses cuisiniers. Les autres joueurs sont paralysés par le rugissement du monstre, perdant leur volonté de résister à sa puissance. Mais Adachi réalise qu'il ne ressent aucune peur, le pouvoir de la carte le protégeant du rugissement du boss. Le boss menace les joueurs, disant qu'il leur écrasera la tête s'ils ne révèlent pas qui a éliminé ses cuisiniers. Soudain, quelque chose fend l'air à grande vitesse vers le monstre, juste au moment où il s'apprête à attaquer. C'était le protagoniste qui se matérialise et bloque l'attaque du boss avec son épée, sauvant les autres. Le monstre est choqué que son attaque ait été arrêtée par un simple joueur et le fusille du regard avec rage. Tukia assume alors la responsabilité, déclarant avec défi que c'est lui qui a éliminé les cuisiniers. Le boss jure de le lui faire payer de la manière la plus misérable possible, disant qu'il prendra son cerveau après celui des autres. Mais le héros l'interrompt avec un sourire en coin, rétorquant qu'il lui coupera le cou avant que cela n'arrive. Le monstre rit, le défiant d'essayer alors qu'il charge avec son hachoir, prêt pour un assaut total. L'impact de leur affrontement crée une puissante onde de choc qui fissure le sol du réfectoire. Adachi crie le nom du protagoniste avec inquiétude en le voyant projeté en arrière par la force brute du boss. Mais le jeune homme se relève, rassurant son ami anxieux qu'il va bien. Il songe que cela fait longtemps qu'il n'a pas entendu quelqu'un l'appeler ainsi, et son esprit dérive vers le passé. Dans sa vie antérieure, ses amis l'appelaient par ce nom, mais ils ont tous été perdus en cours de route. Il se souvient alors avec tristesse de la chute de ses compagnons, le laissant tout seul. Avec une expression sombre, il se demande pourquoi il a été le seul à survivre au milieu de tant de tragédies. Le boss charge à nouveau, hurlant qu'il va le découper en morceaux et se préparant à une autre attaque puissante. Le protagoniste pense qu'il ne comprenait pas à l'époque, mais maintenant il sait ce qui doit être fait. Il fait face au monstre avec détermination, lui criant de se préparer à la fin avec un regard mortel. Les deux s'affrontent alors une fois de plus, l'impact de leur combat résonnant dans tout le réfectoire. L'épée du protagoniste commence à briller d'une intense énergie rouge alors qu'il prépare son attaque finale. Le boss est surpris par la vitesse de l'assaut du jeune homme, se demandant s'il se retenait avant. Utilisant sa capacité de coupe du fendeur de temps, le protagoniste déchaîne un barrage de taillade rouge. Il se dit qu'il a survécu à sa vie passée parce qu'il était courageux et n'a jamais hésité. Avec un cri de détermination, il déclare que plus que tout, il a toujours voulu gagner et être le meilleur. Il jure que rien ne l'empêchera d'atteindre la victoire, mais il ne s'agite pas seulement de gagner. Le protagoniste déclare qu'il veut protéger la vie de tout le monde et préserver un monde normal et paisible. Le système annonce que le boss du deuxième niveau a été vaincu, et la récompense est augmentée de 30%. Ces récompenses incluent des cartes de puissance, de vigueur et de vitesse, ainsi qu'une carte mémoire spéciale. Il reçoit aussi un bonus de boss surprise, qui augmente une capacité de 3 niveaux pendant 10 minutes. Le héros réalise que sans déclencher la règle cachée, il n'aurait pas gagné les points de contribution supplémentaires. Il ouvre ensuite l'écran de classement pour vérifier son score actuel et le statut des autres joueurs. Avec 1700 points, il reste à la première place et voit les mêmes joueurs de haut niveau que dans sa vie passée. Il sait qu'ils sont tous talentueux et qu'ils deviendront sans aucun doute des joueurs clés à l'avenir. Les dieux sombres ne les laisseront pas tranquilles. Ils prépareront des niveaux cruels où de nombreux joueurs puissants ont été sacrifiés. Mais dans cette vie, il prévoit d'acquérir la carte de rang S qui peut leur résister et attend avec impatience leur retrouvaille. Il contemple alors les images de ses anciens rivaux, se préparant aux défis à venir. Une notification système félicite tout le monde d'avoir terminé le deuxième niveau et annonce le début du niveau final. Le temps restant est d'un peu moins de 5 minutes, et tous les joueurs doivent se rendre dans le hall souterrain. Avec une expression sérieuse, le protagoniste se prépare. Le niveau final, le plus difficile, est sur le point de commencer. Il appelle alors son ami Adachi, qui répond promptement, prêt à le suivre. Adachi suit timidement le protagoniste,
se sentant quelque peu intimidé par sa puissante présence. Il attire ensuite l'attention du jeune homme et lui offre un mouchoir, ce qui laisse le héros un peu perplexe. Son ami lui tend le mouchoir, s'approchant pour offrir ce petit geste de gentillesse. Tukia demande si c'est une serviette, et Adachi explique qu'il l'a trouvée sur une table et a pensé qu'il pourrait s'essuyer le visage. Avec un sourire gêné, il ajoute que s'il était plus utile, le fardeau de son nouvel ami serait plus léger. Le protagoniste est touché par ce geste pensant qu'il y a vraiment beaucoup de bonnes personnes dans le monde. Il le rassure en lui disant que ce n'est pas vrai et qu'il a été d'une grande aide, ce qui émeut Adachi. Soudain, plusieurs créatures bleues apparaissent dans le couloir, annonçant que les 2 niveaux précédents ont été franchis. Avec un sourire malicieux, le monstre dit à tout le monde de ne pas se retenir et de tout dévorer sur leur passage. Le compte à rebours pour atteindre le hall commence, leur donnant un peu plus de 4 minutes pour y arriver. Adachi demande si l'astuce pour battre le boss était sa vitesse et si avoir des stats élevées garantit la victoire. Le protagoniste explique que ce n'est pas si simple, car cela dépend aussi des compétences individuelles. Son ami s'inquiète alors, avouant qu'il est mauvais en sport et qu'il ne pourrait pas esquiver les attaques même avec une vitesse de niveau 5. Adachi le regarde avec admiration, pensant qu'il a dû suivre un entraînement spécial pour être si fort. Il s'arrête en haut d'un escalier, et le héros se prépare à donner à son ami les prochaines instructions. Il dit à Adachi d'attendre là et d'avertir tous ceux qui arrivent de ne pas courir, ce qui déroute le jeune homme. Toki explique que c'est une règle cachée cruciale, s'ils sont jugés pour avoir fui, ils ne pourront pas partir. Adachi demande ce qui ne va pas, mais le protagoniste ne répond pas et se tourne simplement pour descendre. Il dit que comme son ami n'a pas vaincu le boss, il serait trop dangereux pour lui de descendre. Adachi comprend et promet d'avertir tout le monde avec un salut, ce qui fait penser à Tokyo que son ami est un type bien. Il sait qu'avec de l'aide, il peut facilement débloquer la règle cachée, mais le faire seul sera difficile. Tokyo est conscient que le 3e niveau contient 10 gardes de niveau 5 et un boss de niveau 7. C'est un niveau bien plus difficile que le 2e, avec des gardes redoutables et un chef encore plus fort. Dans sa vie passée, la seule façon de le terminer était de coopérer et de combattre les ennemis en équipe. Soudain, il entend quelqu'un l'appeler depuis le haut des escaliers et se retourne pour voir qui c'est. Un sourire en coin se dessine sur son visage alors qu'il réalise que la personne qu'il attendait est enfin arrivée. Dans sa vie passée, cette personne a également découvert la règle cachée, et ce fut la clé de la victoire de leur groupe. Son nom est Konami YUYA, et dans la chronologie précédente, il se démarquait même avant notre protagoniste. Adachi essaie de transmettre le message ne courez pas, mais YUYA l'interprète comme une moquerie. Tokyo intervient, précisant que ce n'est pas une blague mais un avertissement d'un coéquipier. YUYA reconnaît sa performance impressionnante au 2e niveau, admettant qu'il n'a eu besoin d'aucune aide. Mais maintenant qu'il comprend la situation, il veut défier le héros pour prouver qui est le plus fort. Il se jette pour attaquer, mais le protagoniste l'avertit de se concentrer d'abord sur la défaite du prochain boss. Le héros déclare qu'il s'en prend aux mauvais ennemis et qu'ils devraient unir leurs forces pour gagner. D'un seul coup rapide et précis, il frappe YUYA à la poitrine, l'envoyant voler en arrière. Le jeune homme est choqué par la force surhumaine de Toki, incapable de croire ce qui vient de se passer. Il se demande si c'est un bonus induit par le jeu ou une sorte de capacité spéciale dont il n'a pas connaissance. Le protagoniste offre alors à YUYA 3 cartes, l'invitant à se joindre à la bataille. Avec un regard suspicieux, le jeune homme demande ce qu'il entend par « rejoins-moi » et le fusille du regard. Le héros confirme, ajoutant que s'il le rejoint, les 3 cartes de puissance sont à lui. Le protagoniste envoie alors une carte mémoire sur YUYA, qui le frappe en plein sur le front. La carte verte brille intensément, commençant à restaurer les souvenirs du jeune homme et le laissant stupéfait par la sensation. Tukia sait que l'effacement des souvenirs entrave l'unité sans eux. Il n'y a aucune raison de protéger quoi que ce soit. Il est conscient que le dieu sombre comprend la nature humaine, et c'est sa plus grande arme contre eux. Le souvenir réveille les réminiscences de YUYA, et une aura verte l'enveloppe complètement. Le héros dit qu'il sait à qui YUYA tient et lui demande s'il va accepter sa proposition maintenant. YUYA se souvient de son jeune frère et réalise qu'il doit survivre pour le revoir. Il demande alors si, en rejoignant le protagoniste, ils sont assurés de terminer le donjon. Avec un sourire confiant, Takiya l'assure qu'ils y arriveront et lui lance les 3 cartes de puissance. YU promet de ne pas oublier cette faveur et active les cartes, augmentant ses stats de puissance. Takiya annonce qu'il va prendre de l'avance car il y a encore des ennemis à vaincre en chemin. Il active ensuite ses propres cartes de puissance et le bonus de boss surprise pour se préparer. Le héros sait que même au niveau 7, le prochain boss sera un défi, et il a besoin de plus de puissance. Heureusement, le bonus augmente sa puissance de 3 niveaux, le rendant significativement plus fort pour le combat. Avec un sourire en coin, il remercie le boss pour l'aide et note que sa puissance a encore augmenté d'un niveau. Soudain, plusieurs monstres bleus apparaissent devant eux, prêts pour le combat final du niveau. Les monstres se moquent d'eux, les traitant de maigrichons et affirmant qu'ils ne résisteront pas à leurs puissantes attaques. Pour la première fois, YUYA ressent la présence intimidante du monstre et est légèrement déstabilisé. Il se demande alors si, à eux deux, ils peuvent vraiment vaincre ces créatures puissantes.
Mais le protagoniste le rassure, déclarant qu'ils sont plus que suffisants à deux pour gagner. Le système affiche les stats du joueur avec Toki au niveau de puissance 11 et YYA au niveau 2. Avec sa puissance augmentée, le protagoniste déclare qu'il est maintenant le boss du niveau et se prépare à attaquer. Il fonce sur les monstres, l'épée tirée, mais YYA lui crie d'attendre et de ne pas se précipiter. Le jeune homme pense que les actions du héros sont suicidaires et ne comprend pas pourquoi il prend un tel risque. YYA se souvient de ses combats clandestins, où il affrontait toujours des inconnus dans des combats dangereux. Il sait que la meilleure stratégie dans ces situations est d'analyser attentivement son adversaire. Avec un sourire confiant, son adversaire charge, visant un coup de poing puissant et précis. Il observe attentivement les mouvements de l'ennemi, se préparant à contre-attaquer et à se défendre. D'un mouvement rapide, il esquive le coup et assène un puissant coup de poing qui met son adversaire KO instantanément. Mais Tokyo l'avertit de ne pas avancer aveuglément, sinon il sera vaincu par les monstres bleus. Un des gardes le traite de mauviette et le menace avec sa matraque électrique pendant que ses stats sont révélés. Le monstre se jette alors dans une attaque préventive, tentant de frapper le protagoniste avec sa matraque. Son épée prête, il se prépare à contre-attaquer, assénant un coup puissant et précis. YYA est impressionné par la vitesse et la puissance du jeune homme, se demandant s'il se retenait avant. Le garde sent que quelque chose cloche chez lui et ordonne aux autres d'utiliser leurs compétences et d'attaquer en groupe. Avec 56 secondes restantes, une alerte système avertit tous les joueurs d'entrer dans le hall souterrain. Les deux se font alors face en silence, se préparant pour le combat final qui est sur le point de commencer. YYA et Tokyo échangent des regards, se préparant pour la bataille qui les attend dans le hall souterrain. Il sait que, selon une règle cachée, les ennemis attaqueront dès qu'ils entreront dans le hall, même pendant le compte à rebours. Son épée brillant d'une lueur bleue, il attaque les gardes avec une puissante frappe tournoyante. À 49 secondes de la fin, il pense qu'il doit vaincre autant de monstres que possible pour protéger tout le monde. Adachi essaie de calmer les autres joueurs, les rassurant qu'ils ont tout le temps d'atteindre le hall. Le protagoniste réalise que son ami a compris le plan et est satisfait de sa vivacité d'esprit. À 21 secondes de la fin, Adachi ordonne à tout le monde d'entrer dans le hall souterrain de manière ordonnée. Il comprend que l'intention du héros est de gagner du temps jusqu'à la dernière seconde, empêchant quiconque d'entrer prématurément dans le hall. Le compte à rebours n'est plus qu'à 12 secondes, et la tension monte pour les joueurs qui ne sont pas encore entrés. YYA soutient que les ennemis ne sont pas si forts et qu'ils devraient aider le protagoniste, mais Tokyo lui crie de rester en arrière et de ne pas interférer dans le combat contre les gardes bleus. Les monstres remarquent que le jeune homme est trop fort et qu'ils doivent se recharger en ciblant les autres joueurs. Le héros attire alors l'attention de YYA, déclarant que c'est maintenant à son tour de se joindre au combat. Un des gardes fonce sur les joueurs, mais YYA se met devant pour les protéger de l'attaque. Avec un rugissement de colère, il essaie de bloquer le coup du monstre mais est projeté en arrière. Il crie alors au monstre de ne pas oser toucher les autres, réalisant qu'il y a une raison pour laquelle le héros les protège. YYA tente de frapper le garde avec ses poings mais constate que ses coups ne causent aucun dommage. Il se demande alors comment le protagoniste parvient à se battre contre des monstres aussi puissants. Adachi dit à tout le monde de se taire pour ne pas attirer les monstres, ajoutant que le héros s'en chargera. Les autres joueurs sont d'accord, décidant que la seule chose à faire maintenant est de leur faire confiance. Ils espèrent alors qu'ils pourront tous les deux tenir bon et ne pas succomber aux monstres bleus. Le protagoniste réalise que ses points de compétence d'épée se sont entièrement accumulés. Un des gardes ordonne alors aux autres monstres d'attaquer tous en même temps pour en finir. Avec un air confiant, le protagoniste dit qu'il pensait exactement la même chose que les monstres. Il déchaîne alors sa coupe fendeuse de temps, frappant tous les gardes d'un coup avec sa puissante compétence. Adachi et les autres sont bouche bée, remarquant à quel point il est incroyable d'avoir quelqu'un d'aussi fort de leur côté. Pendant ce temps, YU peine à combattre un seul garde, se demandant comment le héros peut être si écrasant de puissance. Tukia fait alors face au dernier garde debout, l'avertissant d'un regard froid qu'il est le prochain. Mais ce garde est le boss final de niveau 7, et il dévisage le jeune homme avec un sourire de psychopathe. Le monstre dit qu'il prend plaisir à achever les types comme le protagoniste et se prépare au combat. Les autres joueurs sont terrifiés par le niveau du boss, sa puissance de 10, et commencent à douter de leur chance de victoire. Le héros charge, se rappelant que dans sa vie passée, ce boss a abattu de nombreuses personnes dans un combat long et acharné. Avec son épée, il déchaîne une puissante entaille d'énergie rouge vers l'ennemi. Mais il pense que cette fois, il sera plus que suffisant à lui seul pour gagner. Le boss pousse un rire dément et parvient à bloquer la puissante attaque de notre protagoniste. Imperturbable, Tokyo avance avec détermination pour continuer le combat. Il utilise à nouveau sa compétence, infligeant un torrent de taillade rouge sur le monstre géant. Sous le déluge de coups, le boss final est complètement vaincu, se dissolvant dans la lumière. Le système affiche alors l'écran de statut du jeune homme, révélant qu'il est passé au niveau 8. Il réalise qu'en battant les monstres plus faibles, il a obtenu des cartes qui ont considérablement augmenté sa puissance. Le protagoniste songe que le meilleur aspect du combat en solitaire est de récupérer tout l'XP et les cartes pour lui-même. Adachi et les autres sont sous le choc de sa force inhumaine, s'inclinant pour le suivre à jamais. Voyant qu'il ne reste qu'un seul monstre,
YUY à charge, hurlant qu'il l'achèvera d'un seul coup de poing. Mais le monstre rétorque furieusement que c'est YUY à qui va passer un mauvais quart d'heure. Cependant, avant que le rouquin puisse attaquer, le protagoniste apparaît et tranche le garde en deux d'un seul coup. YUY s'effondre au sol, stupéfait, incapable de croire qu'il a instantanément vaincu le monstre contre lequel il a tant lutté. Une notification système félicite tout le monde d'avoir terminé le donjon et affiche le classement, avec Tokyo à 99%. Avec une expression confiante, le héros attend le calcul des récompenses, se demandant quel bonus il recevra. L'écran révèle que la récompense de survie leur permet de tout ramener dans le monde réel. Les autres joueurs sont ravis de voir qu'ils recevront également des récompenses pour leurs efforts. Le protagoniste pense que terminer le donjon octroie un prix de base qui aide à la survie, mais il y a un hic. Dans sa vie précédente, les individus plus forts ont commencé à utiliser leur pouvoir pour le mal dans le monde réel. Par conséquent, cette fois, il décide qu'il doit établir des règles pour gérer les joueurs le plus tôt possible. Pour ce faire, il a besoin de soutien, et il sait que son classement de premier plan attirera des personnages puissants. L'écran de classement de contribution globale le place fermement en première position avec une avance de 3000 points. Il se voit comme le chef incontesté. Pour tous les autres, c'est lui qui dicte les règles du jeu. À ce moment, tous les joueurs reçoivent leurs capacités, sentant leur corps devenir plus fort et plus léger. Adachi est également ravi de voir ses nouveaux attributs, même s'ils sont tous au niveau 1. YUY vérifie aussi son panneau, se sentant beaucoup plus fort avec ses stats maintenant au niveau 2. Quant au protagoniste, il examine son statut et voit que sa puissance a atteint un niveau impressionnant de 15. Le système annonce alors que les récompenses de contribution seront générées en fonction du pourcentage de chacun. Les deux jeunes hommes se demandent s'ils recevront quelque chose avec une si faible contribution, regrettant de ne pas s'être battus plus durement. Tokyo n'est pas non plus certain de ce qu'il obtiendra, car sa contribution dans sa vie passée n'était pas aussi élevée. Adachi est content car avec sa nouvelle carte de puissance, il peut encore augmenter son score de capacité. Pendant ce temps, YUY se vante d'avoir obtenu 2 cartes, disant que sa contribution était incroyable. Il se tourne alors vers le protagoniste, se demandant quel genre de récompense il recevra. Avec un sourire, le héros dit que tout cela est nouveau pour lui alors qu'il reçoit 3 cartes brillantes. Ces récompenses sont une carte qui élève les stats au niveau 10, une autre qui permet un changement de classe, et une troisième qui invoque des alliés. Il est ravi, réalisant qu'il peut maintenant améliorer ses compétences et rassembler des alliés simultanément, se sentant incroyablement chanceux. Soudain, le sol se met à trembler et les autres joueurs paniquent, ne comprenant pas ce qui se passe. Ils réalisent que le donjon s'effondre et se demandent s'ils peuvent enfin retourner à la réalité. Le protagoniste confirme qu'après avoir terminé un donjon, ils peuvent retourner dans le monde réel pour une courte durée. Mais il les prévient que le monde a changé, et que le créateur de ce jeu mortel essaie de tout détruire. Les autres sont choqués, se demandant qui au monde pourrait faire quelque chose d'aussi terrible. Tukia leur dit alors qu'ils comptent sur tout le monde pour donner le meilleur d'eux-mêmes dans le prochain donjon qui apparaîtra. Il les encourage à gagner en puissance pour vaincre le méchant qui les a emprisonnés et pour protéger le monde. Adachi est confus par le mot protéger et ne saisit pas tout à fait le discours du héros. YUY, cependant, le regarde simplement avec suspicion, pensant que le protagoniste fait des déclarations très audacieuses. Une notification système annonce alors que pour s'être classé premier, le jeune homme a gagné une carte spéciale de rang S. Une entité sombre se matérialise, déclarant que s'il se montre capable, elle lui accordera le pouvoir d'un dieu. Soudain, le protagoniste se réveille dans son lit d'hôpital, réalisant qu'il est de retour dans le monde réel. Il soupire, espérant que les autres le croiront, car il a besoin de plus de puissance pour sauver le monde. À ce moment, une infirmière se précipite dans la chambre, criant au médecin que le patient s'est enfin réveillé. Le médecin confirme qu'il est complètement lucide et que ses signes vitaux sont tous normaux. Mais il révèle que des centaines de milliers de personnes sont tombées dans le coma comme lui au cours des 3 derniers jours. Le médecin note que le jeune homme a été le premier à se réveiller et lui demande s'il connaît la cause de ce coma de masse. Cependant, Tukia ignore la question et, d'un regard sérieux, demande au médecin où est sa mère. L'homme le conduit à sa chambre, expliquant qu'elle est également tombée dans le coma et ne s'est pas encore réveillée. D'un ton professionnel, il déclare qu'en termes médicaux, la mère du protagoniste est dans un état végétatif. Le héros réalise alors que, tout comme dans sa vie passée, sa mère a également été choisie comme joueuse. Il sait que tous les joueurs ne sont pas envoyés en même temps, et que ceux qui échouent finissent dans cet état. En regardant sa mère, il se souvient que ceux qui sont choisis pour le jeu ne peuvent tout simplement pas revenir. Sur ce, il touche la carte dorée dans sa poche, songeant que son plus grand souhait est sur le point de se réaliser. Son unique souhait est que sa mère vive en paix, libérée de toute souffrance supplémentaire. Il révèle alors qu'il détient une carte spéciale de rang S numéro 1 nommée libre. Avec elle, il peut empêcher quelqu'un d'être choisi pour le jeu et aussi obtenir une capacité spéciale. Résolu, il décide que c'est le moment d'utiliser la carte et de libérer sa mère bien-aimée de ce jeu mortel. Le médecin est aveuglé par la lumière dorée intense, se demandant ce qui peut bien se passer. Choqué par la scène, le médecin ajuste ses lunettes,
essayant de comprendre le phénomène dont il est témoin. Les yeux écarquillés d'étonnement, il balbutie qu'il ne peut tout simplement pas y croire. Sa mère se réveille alors, confuse, demandant où elle était appelant son fils et le médecin. Sans une seconde d'hésitation, le jeune homme se précipite pour étreindre sa mère de toutes ses forces, complètement submergé par l'émotion. Avec un doux sourire, il lui dit qu'à partir de ce jour, elle n'aura plus à se battre ni à souffrir. Le médecin est stupéfait par la scène, se demandant si ce qu'il vient de voir est un miracle. Pendant ce temps, le classement mondial de contribution montre le nom de Kurosu Tokyo, isolé à la première place. À cause de cela, plusieurs personnages mystérieux décident qu'ils doivent recruter le joueur numéro 1 mondial. Ils craignent qu'avec un tel pouvoir, le jeune homme puisse devenir le nouveau souverain du monde. De retour à l'hôpital, sa mère raconte un rêve étrange à propos d'un parc d'attractions terrifiant. Le protagoniste écoute avec un sourire, réalisant qu'elle s'est retrouvée dans un donjon mortel sur le thème d'un parc. Elle continue en disant qu'un monstre l'a presque attaqué, mais quelque chose s'est produit à ce moment précis. Selon elle, tout est soudainement devenu noir, et elle a perdu connaissance sur le champ. Quand elle s'est réveillée, la première chose qu'elle a vue était le visage de son fils, et elle demande si ce n'était pas un rêve bizarre. Avec un doux sourire, le jeune homme pense que, malheureusement, ce qu'elle a vécu n'était pas un rêve. Soudain, la voix de Kita résonne dans la pièce, et le héros réalise qu'il a aussi réussi à terminer le donjon. Son ami fait irruption, proclamant qu'il est venu à la rescousse et qu'il s'est senti comme un protagoniste de manga. Il dit que des personnes fortes l'ont aidé à le terminer, et la mère demande s'il a aussi fait un rêve étrange. Le protagoniste arbore une expression blasée, pensant que son ami a la même énergie que d'habitude. Il demande ensuite à sa mère de se reposer, disant qu'il va parler avec Kita dehors un instant. Dehors dans le couloir, son ami insiste que ce n'est pas une blague et que ce jeu étrange avait même un nom. Tokyo l'interrompt, déclarant que le nom du jeu est Prison Day, ce qui laisse Kita sous le choc. Le héros lui dit alors de vérifier le classement des contributions pour prouver que tout est réel. Totalement confus, son ami se gratte la tête, se demandant ce qu'est ce truc de classement. Juste à ce moment, un écran de système bleu se matérialise devant lui, le laissant complètement sans voix. Les yeux écarquillés d'étonnement, son ami balbutie en voyant le nom du joueur numéro 1. Le protagoniste confirme alors avec un sourire narquois que ce qu'il voit est la vérité absolue. L'écran du système montre que la première place du classement appartient à Kurosu Tokyo, avec 3000 points. Avec un regard confiant, le héros déclare qu'il est lui-même le joueur le mieux classé et fait face à son ami. Kita est abasourdi, incapable de croire que son ami est le numéro 1 de ce jeu. Tokyo révèle alors sa carte de changement de classe, disant que l'information viendra à lui. Sans perdre de temps, il active la carte, et une puissante aura dorée l'enveloppe dans le couloir. Le système annonce que le changement de classe a été initié et qu'une profession aléatoire sera sélectionnée. Le jeune homme explique que chaque classe dans le jeu est puissante, mais elle nécessite de monter en niveau, et les cartes sont rares. Il sait que les classes sont faibles au début mais possèdent un potentiel infini avec le temps. L'une des 3 classes suprêmes est le messager des 4 éléments qui commande les pouvoirs de la nature. La seconde est le descendant du dragon de flamme noire, qui se transforme en un puissant dragon géant. Et la dernière est le chercheur du temps qui manipule la chronologie et manie les pouvoirs du voyage temporel. Au milieu de nombreux écrans de données, le protagoniste se demande quelle nouvelle classe lui sera assignée. Un écran apparaît dans un éclair de lumière brillante, révélant le nom de sa nouvelle classe, Maître des Principes. Le héros est complètement abasourdi. Même dans sa vie passée, il n'avait jamais entendu parler de cette classe. L'écran montre alors que sa nouvelle classe a une capacité passive de résonance avec les outils. L'arbre de compétences de la classe est révélé, et le jeune homme remarque de nombreux niveaux inconnus. Il est surpris car les classes normales n'ont que 3 niveaux. Celle-ci sera incroyablement difficile à faire monter de niveau. Avec un sourire excité, il pense que s'il atteint la fin, il obtiendra un pouvoir incroyable. Son ami remarque qu'il est apparemment la première personne au monde à réussir un changement de classe dans le jeu. Kita devient alors désespéré, appelant le nom du protagoniste, ne sachant pas quoi faire. Le héros demande ce qui ne va pas, et son ami se jette par terre, implorant de l'aide. Avec une expression suppliante, il supplie son ami de le carrer et de l'aider à devenir plus fort. Soudain, une infirmière apparaît dans le couloir et demande si elle interrompt quelque chose. Le protagoniste la regarde, se souvenant des ennuis qu'il a eus avec les factures dans sa vie passée. Elle l'informe alors que les paiements de l'hôpital ont plus d'1 mois de retard, et que l'argent est nécessaire. Son ami propose sa carte pour aider, mais le héros refuse, disant qu'il va s'en occuper. Il se souvient que dans sa vie passée, il s'en est sorti en travaillant comme garde du corps grâce à sa force physique. Avec détermination, il dit qu'il a trop compté sur sa mère, mais que maintenant il va régler les choses lui-même. L'infirmière s'excuse et s'éloigne pour prendre un appel important. Avec une expression confuse, elle répond au téléphone, essayant de traiter l'information qu'elle reçoit. Choquée par la nouvelle, la femme balbutie, demandant si ce qu'elle a entendu est vraiment vrai. Avec un immense sourire, elle annonce que quelqu'un a réglé toutes les dettes de l'hôpital d'un seul coup. Elle désigne ensuite l'ami du protagoniste et dit que même la part du chauve a été couverte. Le jeune homme s'agace du surnom,
précisant qu'il n'est pas impatient et qu'il rend juste visite à son ami. Les deux se regardent en silence, et le protagoniste pointe vers la chambre 226. À ce moment, un homme blond et ses deux compagnons apparaissent dans le couloir et s'approchent d'eux. L'homme demande avec un air de supériorité où il peut trouver Kurosu Tokyo dans cet hôpital. Le protagoniste et son ami sont confus, se demandant qui sont ces gens étranges. L'homme demande s'ils sont amis avec Kurosu et leur demande de transmettre un message important. Avec un sourire narquois, le protagoniste pense que les acteurs majeurs de Prison D sont arrivés en avance. Son ami demande alors ce qu'ils veulent à Takiya, les regardant avec méfiance. Kita analyse leur tenue et réalise qu'ils semblent être des individus très importants. Il se demande alors s'ils sont venus pour son ami parce qu'il est le numéro 1 mondial. Son ami réfléchit à l'argent qu'ils ont payé, se demandant combien coûteraient les dépenses de toute une vie. L'infirmière murmure alors au protagoniste que ce sont ces personnes qui ont payé les factures. Le héros répond calmement qu'il est déjà au courant, laissant la femme un peu confuse par sa réaction. Sans hésiter, le jeune homme se présente au groupe comme étant Kurosu Tokyo. L'homme blond est impressionné qu'il reste sans expression en leur présence et qu'il soit si jeune. Le protagoniste sait que ces personnes sont influentes dans divers domaines et les analyse attentivement. L'homme blond est Sumosho, chef d'une grande entreprise et une étoile montante de la politique. Celui en costume est Kadoashi, PDG d'une entreprise technologique ayant des liens étroits avec l'armée. La femme est Rarara, présidente du groupe X, qui détient d'immenses ressources énergétiques et une influence mondiale. Le chef du groupe dit que c'est un honneur de le rencontrer et se prépare pour une présentation formelle. Mais le protagoniste l'interrompt, déclarant qu'il sait déjà qui ils sont et lui dit d'en venir au fait. L'homme blond est décontenancé par l'audace du jeune homme, ne s'attendant pas à une telle attitude. L'homme en costume pense que le joueur numéro 1 mondial est en effet aussi impressionnant que les rumeurs le suggèrent. La femme sourit, pensant que le héros est une personne bien plus intéressante qu'elle ne l'avait imaginé. La femme l'invite alors à se déplacer vers un autre lieu car ils ont préparé une salle spéciale pour leur discussion. Mais le protagoniste décline l'offre, leur disant de parler ici même, dans la salle d'attente de l'hôpital. Les deux hommes échangent un bref regard, un acquiescement silencieux qu'ils comprennent le message du jeune homme. Le chef du groupe accepte, et ils se dirigent tous vers la salle d'attente pour commencer leur discussion. La femme sourit, pensant qu'il fait cela pour garder le dessus dans la négociation. L'infirmière et son ami sont choqués, incapables de croire qu'ils pouvaient à peine payer ses factures il y a quelques instants. Le héros appelle alors son ami, lui demandant d'apporter le guide de stratégie qu'il lui a donné plus tôt. Kita se gratte la tête maladroitement, demandant s'il est vraiment nécessaire qu'il aille chercher ce guide. Avec une expression coupable, il avoue qu'il pensait que c'était une blague et a jeté le guide. Désespéré, son ami se précipite dans le couloir, disant qu'il va récupérer le guide tout de suite. Le protagoniste est irrité, pensant que c'est pourquoi ni lui ni sa mère n'ont reçu de récompense. La femme demande alors avec curiosité à propos du guide de stratégie qu'il a mentionné. Il répond calmement que c'est le guide de stratégie pour les donjons de débutants du jeu. Les trois sont abasourdis, lui disant d'arrêter de plaisanter car le jeu a à peine commencé. Avec un sourire narquois, il dit que ce soit vrai ou non, son ami le découvrira bientôt. L'infirmière est surprise par plusieurs hommes en costume debout à la porte et demande qui ils sont. L'homme blond lit le guide et est choqué de voir qu'il décrit le donjon exact qu'il a vécu. Les deux autres confirment également que leurs donjons y sont détaillés, jusqu'au moindre détail. L'ami du protagoniste demande si tout était vrai, et il le confirme avec un sourire. Kita déplore alors d'avoir manqué une énorme opportunité de prendre de l'avance et se sent incroyablement frustré. Le chef du groupe s'excuse, admettant que son pouvoir dépasse leur imagination, et qu'ils ne sont pas qualifiés. Le protagoniste croise les bras et, avec un sourire, demande ce qu'ils ont d'autre à dire. La femme remarque qu'avec un tel guide, c'est comme s'il pouvait prévoir tout ce qui se passera dans le jeu. Avec un sourire narquois, il confirme que c'est précisément le cas et qu'il sait tout. Il se souvient que dans sa vie passée, les survivants ont posté les détails en ligne et qu'il a tout mémorisé. Tous ces efforts passés portent maintenant leurs fruits, servant d'atout contre les dieux sombres. Il se penche ensuite en avant et demande directement ce qu'ils veulent de lui maintenant. Le groupe d'individus puissants échange un regard avant de répondre à sa question. Les trois s'inclinent respectueusement, demandant au jeune homme de devenir leur conseiller. L'homme blond admet que la sensation de marcher sur une corde raide dans le donjon était vraiment terrifiante. L'homme en costume croit qu'avec l'aide du héros, ils n'auront plus à faire face à cette situation. La femme ajoute qu'ils seront forcés de retourner dans le jeu et ne veulent pas échouer. Kita observe toute la négociation en silence pendant que son ami prend les choses en main. Par conséquent, le chef du groupe déclare avec détermination qu'ils accepteront toutes conditions qu'il impose. D'un air désinvolte, le protagoniste dit que ça ne le dérange pas de devenir leur conseiller. Les yeux de son ami pétillent d'excitation, pensant que son partenaire est incroyablement cool. Il réfléchit ensuite que la famille de son ami est pauvre, et ce dont ils ont le plus besoin, c'est d'argent. Le jeune homme s'imagine déjà nager dans l'argent et faire des folies dépensières avec son meilleur ami. Mais le protagoniste l'interrompt, déclarant qu'il a 3 conditions pour accepter leur offre. Son ami se gonfle de fierté, pensant que, comme prévu, son ami est un vrai maître négociateur. Le chef du groupe dit que même 30 ou 300 conditions seraient acceptables,
mais le héros le surprend. Son ami est choqué, déplorant qu'il n'ait pas demandé plus quand il en avait l'occasion. La première condition du protagoniste est de publier le guide de stratégie pour tout le monde. Le chef du groupe est décontenancé, demandant s'il va vraiment donner gratuitement quelque chose qui pourrait sauver des vies. L'homme en costume est d'accord, affirmant que la valeur de ce guide dépasse l'imagination de quiconque. La femme commente que cela ne fait que prouver à quel point le jeu est vraiment dangereux pour tout le monde. Le héros les regarde alors et demande s'il ne vient pas de leur montrer le guide gratuitement. Le groupe reste sans voix face à sa réponse, réalisant qu'il a un argument valable. Il explique alors que ses objectifs diffèrent des leurs. Il veut sauver plus de gens. D'un regard sérieux, le protagoniste prévient que s'il n'accepte pas, la discussion s'arrête ici. Il réalise que le jeune homme est sérieux, et la femme l'admire pour ne pas être influencée par le profit. Les trois s'inclinent à nouveau, promettant de remplir la première condition immédiatement. La deuxième condition est de créer une agence de gestion des joueurs avec des règles très claires. L'homme blond sourit, l'assurant qu'ils peuvent se détendre, car ils ont déjà l'intention de le faire. Il se prépare alors à annoncer sa dernière, et peut-être la plus importante, condition pour l'accord. Le groupe se crispe, se demandant si la dernière condition est quelque chose que même eux ne peuvent pas remplir. Son ami crie alors au protagoniste de demander de l'argent, disant que c'est son dernier souhait. Mais le héros l'ignore et dit qu'il veut une maison, pour que lui et sa mère n'aient plus à vivre à l'hôpital. Il jette un regard à sa mère dans son lit, disant qu'il veut juste qu'elle vive une vie normale et paisible. Les trois sont stupéfaits par la simple demande, et son ami se tape le visage de frustration. Le protagoniste ajoute que si c'est trop difficile, il peut retirer la demande, car il n'aime pas la sensation de mendier. Le groupe l'implore de ne pas la retirer, insistant sur le fait que préparer une maison pour lui est une tâche facile. Avec un sourire narquois, le protagoniste leur dit de ne pas trop s'emballer pour sa demande. Le chef s'excuse pour la scène, et les deux autres rient juste maladroitement de la situation. Ils pensent que de toutes les conditions, c'est la plus facile et celle qui augmentera le plus sa faveur envers eux. Il conclut alors l'affaire, disant qu'il doit retourner dans sa chambre car il a d'autres choses à gérer. Le héros prévient que le compte à rebours pour le prochain prison day commencera sous peu. Les trois sont choqués par cette information, demandant si ce qu'il a dit est vraiment vrai. À ce moment, un compte à rebours de 3 jours apparaît devant eux, prouvant que le jeune homme avait raison. Il les informe alors qu'une fois qu'ils auront rempli la deuxième condition, il fournira la stratégie pour le prochain donjon. Les trois s'inclinent respectueusement, disant qu'ils feront ce qu'il ordonne sans poser de questions. Le protagoniste se retourne alors et retourne dans la chambre d'hôpital pour se reposer. Le groupe puissant regarde le jeune homme partir, se préparant à exécuter ses ordres. L'un des gardes de sécurité les informe que quelqu'un souhaite rencontrer le protagoniste. L'homme en costume s'agace, lui disant de ne pas déranger le protagoniste et de faire attendre la personne dehors. Mais le garde de sécurité balbutie, demandant si la jeune femme qui est arrivée est la petite amie du jeune homme dans la chambre. Le groupe est surpris par la question et se retourne pour voir qui est cette personne. Kita panique alors, disant que la fille est la personne de Monsieur Kurozu et qu'ils forment un couple génial. Avec un regard de trahison, il attrape l'homme en costume, exigeant de savoir comment Takiya a pu avoir une petite amie. Mais la jeune femme l'interrompt, lui disant de ne pas dire des choses qui causent des malentendus, car ce n'est pas le cas. Son ami l'ignore, continuant sa scène dramatique, insistant sur le fait qu'il ne la laissera pas passer. L'une des femmes du groupe lance un regard méprisant à la fille, remarquant que ça fait un bail. Le protagoniste reconnaît alors la fille et dit avec un regard sérieux, « Alors c'était toi depuis le début ?» Avec un sourire malicieux, la jeune femme se souvient comment elle l'a rejeté et humilié devant tout le monde dans le passé. Il pense qu'il n'a jamais eu de sentiment pour elle, mais maintenant elle est aussi devenue une joueuse. La fille s'approche avec un bouquet de fleurs, disant qu'elle est profondément désolée pour ce qui s'est passé. Le groupe puissant sent la haine sincère du héros pour la femme et décide d'attendre avant d'intervenir. Son ami explose, l'accusant d'avoir insulté le protagoniste devant toute l'école. Elle prétend qu'elle était jeune et stupide et regrette maintenant profondément ses actions de l'époque. Mais le jeune homme l'interrompt, disant qu'elle n'est revenue en rampant que parce qu'elle a vu son nom dans le classement. La jeune femme reste sans voix face à l'accusation tandis que les autres la regardent avec dédain. La femme du groupe réalise que la fille n'est qu'une opportuniste et la juge d'un seul regard. La fille essaie de se défendre, le suppliant de ne pas la laisser échouer seule dans ce jeu dangereux. Son ami devient furieux, criant qu'elle ne l'a pas seulement rejeté. Elle l'a insulté et humilié. Le protagoniste le calme, lui rappelant qu'ils sont dans un hôpital et doivent partir. Avant de partir, il regarde la fille et déclare que, pour information, il ne l'a jamais aimée, pas même une seconde. Elle panique, disant que s'il la sauve, elle le laissera même être son petit ami et tout ce qu'il voudra d'autre. La fille court après lui, promettant qu'elle ne le quittera jamais s'il l'aide. Mais alors qu'elle atteint la porte, elle est bloquée par 2 énormes gardes de sécurité qui la fixent sévèrement. Les 2 hommes en costume et lunettes de soleil ne la laissent pas passer, la fusillant du regard. Imperturbable, elle prétend être la petite amie de Tokia et exige qu'il la laisse passer immédiatement. La femme du groupe remarque alors qu'il ne semble pas que Monsieur Kurozu veuille avoir affaire à elle. Le chef du groupe ordonne alors aux gardes de l'escorter dehors, et il s'exécute instantanément.
Son ami célèbre, demandant si se débarrasser d'elle n'a pas fait du bien au protagoniste. Avec une expression sérieuse, le héros pense que d'après ses souvenirs, elle devrait être à l'hôpital maintenant. Il se dirige alors vers la porte de la chambre de sa mère, se préparant pour les retrouvailles qu'il a longtemps attendues. D'un mouvement rapide, il ouvre la porte et trouve enfin la personne qu'il cherchait. Une belle fille aux cheveux blancs et aux yeux rouges le regarde avec un regard doux et un sourire. La fille est si belle qu'elle semble briller, et le protagoniste la regarde fixement en retour. Sa mère l'informe alors que Eureka est là pour le voir à nouveau et qu'elle attendait son retour. Avec un sourire, il dit que ça fait longtemps qu'il ne l'a pas vue et la salue d'un signe de la main. La jeune femme est confuse, disant qu'elle était là la semaine dernière et que ça ne fait pas si longtemps. Le protagoniste se souvient alors qu'elle est morte dans ses bras dans sa vie passée et devient ému. Il l'embrasse fermement, jurant que dans cette vie, il ne laissera pas une seule personne qui l'aime échouer. La fille est complètement embarrassée par l'étreinte, tandis que sa mère rit simplement de la scène mignonne. Son ami est confus, se demandant si les deux sont vraiment juste des amis, car cela semble suspect. Plus tard cette nuit-là, la pleine lune illumine le ciel, et la chambre d'hôpital est calme. Le protagoniste regarde sa mère dormir paisiblement, se sentant soulagé qu'elle aille bien. Il pense que l'hôpital les a déplacés dans une chambre VIP et que ces gens ont vraiment de l'influence. Le système affiche alors le temps restant pour le prochain donjon, 63 heures. Avec le compte à rebours devant lui, il sait que le prochain donjon devrait suivre le même schéma que dans sa vie passée. Il se dit qu'il a obtenu une capacité appelée maintenance des compétences, qui s'active au toucher. Pour la tester, le jeune homme pose sa main sur le bord du lit pour voir ce que fait sa nouvelle capacité. Une vague d'énergie bleue se propage dans la pièce, et le protagoniste est surpris par sa puissance. Il se rend compte qu'il peut voir les moindres détails de n'importe quel objet qu'il touche. Avec sa vision améliorée, il remarque que la deuxième vis du pied gauche du lit est desserrée. Le héros pense que c'est dommage de ne pas avoir d'arme à l'hôpital, car il voulait tester la capacité sur elle. Soudain, une voix mystérieuse résonne dans son esprit, disant qu'il est qualifié pour participer. Il demande qui est cette entité et à quoi il est qualifié, ne comprenant pas la situation. La voix répond qu'il saura de qui il s'agit en temps voulu, mais pour l'instant, il doit prendre une décision. Une silhouette sombre apparaît, lui disant de décider s'il accepte son épreuve spéciale. Les yeux brillants, il se rend compte que cet être a le pouvoir de l'aider à vaincre le dieu. Sans hésiter, le protagoniste accepte l'épreuve et dit à l'entité de commencer le défi immédiatement. L'entité arbore un sourire sinistre, dit très bien, et déclare que l'épreuve commence maintenant. Mais elle le prévient que s'il échoue à l'épreuve, il ne pourra jamais revenir dans ce monde. Le jeune homme est alors aspiré dans un vortex d'énergie bleue, surpris par sa puissance sacrée. Il se demande quelle récompense il recevra pour avoir réussi cette mystérieuse épreuve de l'entité sombre. Une tornade d'énergie bleue se forme, et le système annonce le début des terrains d'épreuve. Un pic de glace bleue jaillit du sol, se préparant à attaquer notre protagoniste dans l'épreuve. Il esquive l'attaque d'un bond, se préparant au défi que l'entité lui a préparé. Avec un regard concentré et déterminé, le héros fait face au terrain d'épreuve, prêt à tout ce qui pourrait arriver. Il se retrouve devant un palais sombre, se demandant ce qu'est cet endroit au milieu de nulle part. De l'énergie bleue commence à se former devant lui, et il observe la manifestation avec curiosité. L'entité explique alors que la règle est simple, il doit vaincre l'adversaire en 10 minutes. Elle lui conseille aussi que la sagesse qui voit tout est le seul moyen de gagner le défi. Le protagoniste regarde l'entité avec une expression sérieuse, se préparant au combat imminent. L'entité annonce alors le début de l'épreuve, et une silhouette féminine commence à se matérialiser. Un épéiste aveugle et invulnérable apparaît, et le compte à rebours de 10 minutes pour l'épreuve commence. Le jeune homme observe le squelette dans l'armure, se demandant si c'est son adversaire. Avec un sourire, il trouve la bataille entre le joueur le plus fort et l'épéiste le plus fort intrigante. Une épée bleue lui est accordée, descendant des cieux dans un faisceau de lumière pour le combat. Le héros manie l'arme, remarquant qu'elle est parfaite puisqu'il voulait de toute façon utiliser sa nouvelle capacité. Mais le système l'informe que la résonance ne peut pas être activée car la cible n'est pas physique. Il se rend alors compte que la capacité ne fonctionne que sur les entités physiques et que l'épée est une illusion. D'un air déterminé, il déclare qu'il ne perdra plus de temps et qu'il réussira l'épreuve sur le champ. L'épéiste charge, et le protagoniste le met au défi de lui montrer la puissance du plus fort des épéistes. Avec un sourire, il loue l'habileté de son adversaire alors qu'il échange des coups d'épée. L'ennemi attaque avec un coup tournoyant, mais le héros parvient à se défendre avec son épée bleue. Il note que malgré la grande épée, les mouvements de l'adversaire sont incroyablement rapides. L'épéiste aveugle poursuit son assaut avec une série implacable de coups rapides et puissants. Le protagoniste se demande alors si cette attaque rapide et puissante est son coup ultime. L'épéiste attaque de toutes ses forces, mais le protagoniste parvient à esquiver et à contre-attaquer avec précision. Il remarque que le coup est incroyable mais que la garde de l'adversaire était grande ouverte pendant l'attaque. Il se demande alors si l'épéiste est aussi une illusion, tout comme l'épée qu'il utilise. Par conséquent, il dit qu'il ne se sentira pas coupable de l'achever et poursuit son assaut. Le jeune homme pense que la blessure qu'il a infligée aurait dû être fatale, mais l'adversaire ne semble rien sentir.
Il réalise alors que cela n'a eu aucun effet et que le plus fort des épéistes ne peut vraiment pas être blessé. Le protagoniste comprend enfin la signification du titre de son adversaire. Personne ne peut le vaincre. Avec seulement 5 minutes restantes, il se demande ce qu'il doit faire pour gagner. Il continue d'esquiver les attaques de l'épéiste tout en essayant de concevoir une stratégie efficace. Le héros se souvient de l'indice de l'entité, réalisant qu'il doit signifier quelque chose d'important. Au milieu d'une des attaques, il remarque un crâne coincé dans les cheveux de l'épéiste et est surpris. Il réalise que l'adversaire protège le crâne et que ce doit être son point faible. Sur ce, le jeune homme comprend que le serment de l'épéiste est de protéger la personne derrière lui. Il a alors une idée et se prépare à mettre son nouveau plan en action pour gagner le défi. L'entité déclare qu'une technique de ce calibre est indigne de recevoir sa bénédiction spéciale. Avec un sourire malicieux, elle affirme que peu importe l'escrime qu'il utilise, il ne peut pas gagner. Le protagoniste saute alors par-dessus son adversaire, se préparant à attaquer directement le crâne. L'épéiste se retourne brusquement, choqué, réalisant la stratégie du jeune homme, et tente de se défendre. L'entité est surprise par l'audace du héros, ne s'attendant pas à un tel coup. Le jeune homme crie alors à l'épéiste d'ouvrir les yeux et de voir la personne qu'il protège. L'épéiste se retourne et fait face au crâne qu'il protégeait sur son dos depuis tout ce temps. En voyant le crâne, il pousse un cri de douleur et de désespoir, et son corps commence à se désintégrer. Il serre le squelette et pleure de chagrin alors que son corps se transforme en poussière et en flammes. Avec seulement 51 secondes restantes, le protagoniste regarde son adversaire disparaître. Il dit que la réponse était dans l'indice, il devait faire réaliser la vérité à l'ennemi. Le jeune homme comprend que l'épée qu'il a reçue n'était qu'une diversion pour l'épreuve. Il fait alors face à la brume et met l'ennemi au défi de se montrer, puisqu'il a résolu le mystère. L'entité le félicite, remarquant que la vérité la plus simple est souvent la plus difficile à voir. Elle le loue pour sa réussite et le déclare digne de recevoir sa véritable bénédiction. Le protagoniste regarde l'entité, se demandant quel genre de pouvoir il recevra en récompense. Une intense énergie bleue l'enveloppe complètement, et son corps commence à absorber le nouveau pouvoir. L'entité sourit alors, disant que la véritable épreuve commence maintenant avec la bénédiction nouvellement reçue. Le héros est confus, se demandant ce que cela signifie qu'il y a encore une épreuve à venir. La voix lui ordonne alors de ressentir les émotions de tous les êtres vivants pour accepter le pouvoir d'un dieu. Il ressent alors la douleur, la joie, la colère et la tristesse d'innombrables âmes en même temps. Submergé par les émotions, une barrière de verre se brise, et il est projeté dans un nouvel endroit. Le jeune homme atterrit au milieu d'une mer de crânes et de visages souffrants, ne comprenant pas ce qui se passe. Il réalise que le pouvoir d'un dieu consiste en la foi et les émotions de ceux qui vivent sur Terre. En regardant les âmes en souffrance, il comprend que c'est vraiment un pouvoir immense. Le visage contusionné et en sang, il fait face au nouveau défi avec un regard sérieux et déterminé. Avec un sourire confiant, il dit qu'avec ce pouvoir, il peut enfin affronter le dieu. Il déclare alors que les dieux de la Terre auront son soutien pour s'opposer aux dieux maléfiques. L'entité déclare que c'est l'épreuve finale et qu'aucun humain ne peut résister à un tel pouvoir. Une explosion d'énergie se produit, et le protagoniste est enveloppé d'une lumière intense et aveuglante. L'entité est surprise par ce qui se passe, incapable de comprendre comment le jeune homme est encore debout. Le héros se relève au milieu des débris, admettant que c'est vraiment impossible à supporter. Avec un sourire narquois, il demande si c'est tout ce que l'entité peut lui envoyer. La voix le félicite en disant que, comme prévu, il est l'humain qui l'ont reconnu et qu'il est méritant. Elle dit qu'il a obtenu sa bénédiction et qu'il doit se souvenir de son nom pour l'avenir. L'entité promet que lorsqu'il sera reconnu par eux, il obtiendra la véritable bénédiction suprême. Le protagoniste est confus par la mention d'une bénédiction suprême et le nom de l'entité. Il essaie de demander le nom de la voix, mais elle disparaît au milieu de plumes blanches et brillantes. De retour dans son lit d'hôpital, il se réveille en haletant, se demandant quelle bénédiction il a reçue. À ce moment, un écran système apparaît devant lui, et il le regarde avec un air sérieux et curieux. L'écran révèle qu'il a obtenu la bénédiction du gardien mental, et son patron est le séraphin Gabriel. Avec un sourire satisfait, il pense que la nouvelle bénédiction sera très utile dans les batailles futures. Mais pour l'instant, il est plus impatient d'obtenir la bénédiction suprême que Gabriel a mentionnée dans l'épreuve. Il se rend alors compte que la maladie mentale qui le tourmentait était en fait les dieux de la Terre. D'un air déterminé, il jette un coup d'œil au compte à rebours de 23 heures pour le donjon. Son ami fait alors irruption dans la pièce, choqué, en disant qu'il y a même une version vidéo du guide. Le protagoniste donne une petite tape sur la tête de son ami, lui disant de faire moins de bruit à l'hôpital. Son ami dit qu'il a été ému par la vidéo et que la production était tout simplement incroyable. Sa mère sourit, commentant que les deux s'entendent vraiment bien en tant que bons amis. Le héros pense que le groupe a agi rapidement et que la vidéo du guide circule déjà partout. Il voit aussi qu'ils ont coopéré avec le gouvernement et créé une agence de gestion. En regardant le classement, il pense que cela pourrait servir de catalyseur pour d'autres joueurs. Soudain, une infirmière l'informe qu'une voiture est arrivée pour le chercher dehors. Son ami se précipite à la fenêtre, confirmant que le groupe puissant est bien venu chercher son partenaire. Les yeux pétillants d'excitation, il crie que c'est vrai et que la scène est impressionnante.
Dehors, une limousine et plusieurs voitures noires avec des gardes du corps attendent le protagoniste. La femme du groupe demande au jeune homme d'informer le héros qu'elle est venue personnellement le chercher. Son ami entre en courant dans la pièce, annonçant que tous les trois sont venus le chercher à l'hôpital. Le protagoniste se lève alors, dit qu'il comprend, et qu'il descendra les rencontrer sous peu. Sa mère s'inquiète, lui demandant de ne pas se mêler à des activités criminelles. Il la rassure de ne pas s'inquiéter, car il n'a rien fait de mal. Avec un sourire, il dit qu'en réalité il sauve le monde, ce qui la laisse assez perplexe. D'un air sérieux, il déclare que tout le monde finira par connaître la vérité et fait ses adieux. Le chef du groupe les mène dans un manoir, notant la nourriture biologique et le magnifique paysage. Il l'informe également que pour leur sécurité, des gardes et des femmes de chambre seront en service 24 heures sur 24. Son ami est choqué par le luxe, se demandant combien une telle maison doit coûter. L'homme précise que la propriété lui appartient et ne peut donc pas être trouvée sur le marché. Son ami panique, demandant si cela signifie que la maison est unique et exclusive au monde. Le protagoniste l'ignore et demande à l'homme de lui montrer les autres endroits qu'il a à offrir. Les deux autres du groupe observent à distance, préparant leur prochaine offre. L'homme en costume commente que c'était un rejet, et la femme déclare qu'elle sera celle qui gagnera. Avec un sourire confiant, il dit que la maison qu'il a choisie est quelque chose qu'aucun jeune ne peut refuser. Il les emmène ensuite dans un gratte-ciel, déclarant qu'un endroit comme celui-ci est parfait pour le jeune homme. Son ami est émerveillé par la vue, criant qu'on peut voir toute la ville d'ici. L'homme explique que le bâtiment est au centre-ville et a été conçu par un architecte célèbre. Avec un sourire victorieux, il annonce que la plus grande suite Pentouse est déjà prête pour lui. L'ami du protagoniste est choqué d'apprendre qu'il y a d'autres choses de préparées pour eux. L'homme claque alors des doigts, invoquant les surprises qu'il a préparées. Sur ce, plusieurs belles femmes de chambre apparaissent, se présentant au héros comme ses nouvelles servantes. Les yeux de son ami se transforment en cœur alors qu'il s'exclame à la vue de tant de beauté divine. Les femmes de chambre l'entourent, disant qu'il peut commander tout ce qu'il désire, et qu'il est très cool. Les deux autres du groupe sont choqués, se demandant pourquoi ils n'y avaient pas pensé avant. L'homme sourit alors, pensant qu'aucun homme au monde ne pourrait refuser une telle offre. Mais le protagoniste le regarde froidement et lui dit simplement de montrer l'option suivante. L'homme en costume est stupéfait, incapable de croire que le jeune homme a refusé une telle offre. La femme sourit alors, réalisant que Monsieur Kurozu est vraiment différent de tous les autres. L'homme blond pense que cela signifie qu'il a encore une chance d'impressionner le jeune homme. La femme l'invite alors à venir avec elle, disant que l'endroit qu'elle a choisi n'est pas luxueux. Elle révèle qu'elle a fait enquêter quelqu'un sur le passé de sa mère et les mène dans un lieu spécial. À leur arrivée, elle lui demande s'il connaît l'endroit, le regardant avec un doux sourire. Son ami reconnaît l'endroit, disant que c'est la maison où le protagoniste a vécu enfant. Les deux autres sont choqués, réalisant que la partie est terminée pour eux avec ce coup. La femme explique que la maison a changé de propriétaire plusieurs fois et que l'agencement est différent maintenant. Mais elle dit qu'elle a essayé de tout restaurer autant que possible pour qu'ils se sentent à l'aise et en confiance. Le héros est ému, disant que c'est incroyable et que la maison est presque identique à ses souvenirs. Avec un sourire sincère, il la remercie pour le geste, et la femme est heureuse que ça lui ait plu. Les deux hommes ont l'air abattus, incapables de croire qu'ils l'ont perdu si parfaitement. Le protagoniste appelle alors son ami, lui demandant d'apporter le guide pour le prochain donjon. La femme est surprise, demandant ce que le jeune homme sort de son pantalon. L'ami explique que le héros a écrit la stratégie complète pour le deuxième donjon du jeu. Elle est choquée qu'une chose aussi précieuse ait été rangée à un tel endroit. La femme demande alors s'il rendra également publique cette nouvelle stratégie, mais il répond non, disant qu'ils peuvent la distribuer aux joueurs qu'ils jugent prometteurs. Il explique que pour devenir plus fort, il faut comprendre le jeu, et non compter sur la chance. Le protagoniste dit que ceux qui saignent sont sortis par chance ne tiendront pas longtemps et seront éliminés. Pour sélectionner d'excellents joueurs, il suffit d'aider les débutants à s'adapter. Il poursuit en disant que s'ils sont vraiment excellents, ils se démarqueront naturellement d'eux-mêmes. La femme comprend alors le plan et demande ce qu'il a l'intention de faire en sélectionnant ses joueurs. D'un air déterminé, le héros répond qu'il veut qu'il sauve et protège le monde à ses côtés. Le groupe est choqué par l'ambition du jeune homme, pensant que c'est un rêve très grandiose. Le compte à rebours approchant, son ami annonce qu'ils sont prêts à partir. Le protagoniste fait alors ses adieux à sa mère en la serrant dans ses bras, promettant de rentrer bientôt à la maison. Son ami prend la pause, déclarant qu'il part à l'aventure dans un autre monde. Sa mère est confuse par la scène, ne comprenant pas très bien ce qui se passe avec eux deux. Le compte à rebours atteint 0, et le système annonce que les joueurs sélectionnés vont être transportés. Les deux sont alors enveloppés d'une lumière bleue, disant au revoir à la mère du protagoniste dans la pièce. Le héros informe son ami qu'il devrait pouvoir terminer le donjon seul, car ils agiront séparément. Le jeune homme dit alors qu'il gardera un œil sur le classement, déterminé à y figurer cette fois-ci. Avec un sourire confiant, le protagoniste fait face au nouveau donjon, prêt pour un autre défi. Il réalise que, tout comme dans sa vie passée, le deuxième donjon est le manoir glacial de classe D. Le système annonce que la création de la scène est terminée et que les âmes des joueurs ont été chargées. Le protagoniste pense que, comme prévu, ils sont de nouveau induits en erreur par les instructions.
Il sait que pour terminer le donjon, il doit former une équipe avec quelqu'un en qui il a entièrement confiance. La véritable condition est d'attirer les deux boss d'étages différents pour qu'ils se rencontrent au milieu. Mais il se souvient avec tristesse du moment où il a été trahi dans sa vie passée par un allié. D'un air déterminé, il invoque une carte dorée, appelant la personne en qui il a le plus confiance. La carte spéciale de formation d'équipe s'active, et une lueur dorée intense remplit la pièce. La fille aux cheveux blancs apparaît alors au milieu de particules de lumière et regarde le protagoniste. Les deux se regardent en silence, et la jeune femme est surprise de le voir là. Choquée, elle demande pourquoi il est là et où ils sont, ne comprenant pas la situation. Il explique que c'est lui qui l'a invité dans le donjon, et qu'elle était sur une île avant. Le héros pense que Eureka est devenue une joueuse dans le deuxième jeu et a beaucoup souffert à cause de cela. Il se souvient comment elle a été forcée de survivre sur l'île, souffrant pour le reste de sa vie avec les cicatrices. C'est pourquoi il dit qu'il l'a appelée pour changer son destin et s'assurer qu'elle ne sera plus blessée. La fille est choquée, demandant comment il savait qu'elle était sur l'île sans qu'elle le lui ait dit. À ce moment, la même fenêtre système bleu apparaît devant elle, et elle la regarde avec curiosité. L'écran lui souhaite la bienvenue, l'informant qu'elle se trouve dans le donjon de classe D, le manoir glacial. Elle se souvient alors des vidéos qu'elle a vues en ligne et se demande quel est le nom de ce jeu. Le protagoniste répond que le jeu s'appelle Prison Day, et elle confirme que c'est bien ça. Il explique qu'il avait besoin d'un partenaire en qui il pouvait avoir une confiance aveugle, c'est pourquoi il l'a choisi. La porte étant sur le point de s'ouvrir, il l'invite à être sa partenaire et à affronter les dangers ensemble. La jeune femme se souvient alors du moment où il l'a invitée à jouer dans le passé et le regarde tendrement. À l'époque, elle était seule et triste, mais le jeune homme lui avait tendu la main et l'avait invitée à jouer. Il répète l'invitation, lui demandant si elle veut rejouer avec lui comme au bon vieux temps. La fille le regarde avec des yeux pleins d'émotion, se souvenant des bons moments qu'ils ont partagés. Elle lui serre alors la main fermement, acceptant l'invitation à être sa partenaire une fois de plus. Avec un sourire radieux, elle dit qu'elle adorerait être sa partenaire et accepte sur le champ. Il lui demande alors si elle a mémorisé tout ce qu'il a dit, car la porte est sur le point de s'ouvrir. La jeune femme confirme, disant que c'est un jeu d'exploration et qu'elle ne doit toucher à rien imprudemment. Elle sait aussi que ce n'est pas un manoir mais un labyrinthe à plusieurs étages remplis de monstres. Pour le terminer, ils doivent faire en sorte que le boss du sommet rencontre celui du sous-sol au milieu. Le protagoniste confirmé, d'un air sérieux, annonce qu'il ouvre la porte du donjon. La fille aux cheveux blancs dit oui et qu'elle fera de son mieux pour l'aider dans leur périple. Le compte à rebours étant à 0, il ouvre la porte, et les deux entrent dans le manoir glacial pour relever le défi. Le couloir est complètement gelé, couvert de glace et de stalactites acérées partout. La jeune femme se plaint du froid, et le jeune homme la réconforte en disant qu'une carte rendra cela plus supportable. Soudain, une ombre passe furtivement devant une porte, et le héros se prépare à la rencontre qu'il anticipait. Il pense que, comme il l'imaginait, le traître de sa vie passée est également apparu dans ce donjon. Un homme avec un couteau apparaît, se plaignant du froid et se demandant si des monstres vont apparaître. Il les voit alors tous les deux et a l'air surpris de trouver d'autres personnes là. Avec un sourire, il leur demande s'ils sont aussi des joueurs et s'approche d'un air amical. Le protagoniste sait qu'il va demander de former une équipe et qu'il a l'air d'un type honnête. Mais en réalité, c'est un lâche sans vergogne qui trahit ses propres coéquipiers. Il se souvient comment l'homme se cachait derrière lui pendant les combats parce qu'il était faible et lâche. Avec un sourire narquois, le protagoniste se prépare, sachant exactement ce qui va se passer ensuite. Il se souvient que lorsqu'il a utilisé toute sa force pour vaincre un boss, le traître l'a poignardé dans le dos. Le jeune homme se souvient que le traître l'a poignardé dans le dos juste pour voler une carte de compétence. Tukia réfléchit alors que sans une certaine personne, il aurait trouvé la mort juste là, sur le sol. De retour au présent, le traître suggère qu'il forme une équipe pour affronter plus facilement les monstres. Mais son véritable plan est de se débarrasser du héros pour pouvoir profiter de la belle fille qui l'accompagne. L'homme convoite aussi l'épée du protagoniste, se disant qu'il la prendra à coup sûr. Avec un faux sourire, il tend la main, disant que dans un jeu comme celui-ci, ils doivent coopérer. Cependant, le protagoniste rétorque qu'il l'a poignardé en premier, et qu'il lui rend maintenant l'appareil avec son épée. Sans aucune chance de réagir, le traître est frappé en plein dans la poitrine, complètement choqué par la douleur. Avec un regard froid, le héros lui dit de ressentir la même souffrance que lui dans sa vie passée. Le jeune homme se tourne alors vers sa partenaire et lui demande calmement si elle a des questions à ce sujet. La fille répond que non, car elle est convaincue qu'il a une bonne raison pour tout ce qu'il fait. Il l'invite alors à aller chercher des cartes de compétences, et la jeune femme accepte immédiatement. Sur ce, les deux laissent le corps du traître derrière eux et continuent leur exploration du manoir glacial. Ailleurs, un homme à lunettes remarque que les informations sur le joueur classé numéro 1, Kurozu Tokyo, étaient correctes. Il se demande si le type qui publie des guides gratuitement est digne de son observation, Shijamori Itsuki. En regardant le classement, l'homme à lunettes pense qu'il ne peut tout simplement pas déchiffrer les intentions du héros. De retour avec les protagonistes, ils sentent une présence étrange, certains qu'un monstre est à proximité. Un monstre appelé l'homme-ange apparaît, et Eureka crie pour les avertir qu'il se dirige vers eux. Avec des griffes acérées et un œil brillant,
la créature charge de toutes ses forces pour attaquer les deux joueurs. La fille crie le nom de son partenaire, s'accrochant fermement à lui alors que le monstre se rapproche. Mais le monstre n'a même pas le temps de réagir avant d'être accueilli par un coup de poing puissant qui l'envoie voler. Avec une expression ennuyée, le protagoniste dit à la créature qu'elle est trop bruyante et agaçante. Il tire alors un puissant rayon d'énergie de sa main qui frappe le monstre en plein fouet. L'attaque transperce le corps de la créature, provoquant une grande explosion au bout du couloir. Le monstre se dissout alors en lumière, laissant derrière lui une carte de vigueur qui augmente d'un niveau. Eureka est choqué par la facilité de tout cela, demandant si c'est ainsi qu'il a toujours combattu dans les donjons. Le héros répond que non, et que ce monstre était simplement exceptionnellement faible et impuissant. Elle s'enthousiasme à l'idée de monstres plus forts, s'imaginant dans un vrai film d'horreur. Il lui tend alors la carte, lui disant de se concentrer pour acquérir la nouvelle compétence. La jeune femme tient la carte dorée, pensant qu'il est impossible qu'un tel monstre existe dans un appartement. Les yeux fermés, elle se concentre sur la carte, espérant pouvoir utiliser son pouvoir. Une lumière dorée l'enveloppe, et elle est surprise de réaliser qu'elle a effectivement réussi à utiliser la carte. Son panneau de statut apparaît, montrant que son endurance est maintenant passée avec succès au niveau 1. Il la félicite d'apprendre rapidement et l'invite à l'étage suivant du manoir glacial. La fille remarque qu'elle n'a plus aussi froid et est heureuse d'avoir acquis la nouvelle compétence. La jeune femme se demande alors comment il en sait autant sur le jeu, lui demandant s'il aime y jouer. Le protagoniste s'arrête de marcher et la regarde en silence, laissant la fille perplexe face à sa réaction. Avec une expression sombre, il la fixe simplement sans dire un mot à ce sujet. Eureka devient nerveuse avec le silence et demande si elle a dit quelque chose d'étrange. Le héros déclare que le jeu n'est pas intéressant du tout et lui rappelle leur véritable but. Avec un regard froid et déterminé, le protagoniste révèle que leur but est de détruire le jeu. La fille reste silencieuse un moment, puis dit que même si elle ne comprend pas, elle a confiance en ses raisons. Soudain, une main monstrueuse fracasse un mur de glace, se préparant à les attaquer tous les deux. La créature pousse un rugissement terrifiant et charge de toutes ses forces vers la partenaire du héros. Mais d'un geste rapide, le jeune homme se place devant elle pour la protéger de l'attaque du monstre. Sans aucune difficulté, il arrête la créature d'une seule main, lui agrippant fermement le visage. D'une seule pression, il écrase la tête du monstre qui se brise en morceaux devant lui. Il fait alors remarquer que c'est dommage qu'elle n'ait pas de carte car c'est là toute la difficulté de ce donjon. Mais il révèle que le boss de chaque étage en laisse toujours tomber une et l'invite à aller la chercher. Pendant ce temps, d'autres joueurs sont complètement perdus dans le labyrinthe, ne sachant pas quoi faire. Eureka se rend compte qu'ils ne sont pas perdus et admire à quel point son partenaire est incroyable de connaître le chemin. Il explique que le manoir n'est pas difficile au début et que la température baisse d'1 degré toutes les 5 minutes. Cependant, la température continue de chuter, et plus le temps passe, plus cela devient difficile pour tout le monde. De plus, s'il ne trouve pas le boss de l'étage, la porte du niveau suivant ne s'ouvrira jamais. Finalement, tous les joueurs finiront gelés et incapables de survivre. La jeune femme est terrifiée à l'idée que tout le monde gèle, mais le héros reste calme et concentré. Il sait que le rythme de la baisse de température augmente et se souvient de l'emplacement du boss. Sur ce, les deux partent à la recherche du boss, avec pour objectif de le vaincre le plus rapidement possible. L'homme à lunettes observe de loin, s'interrogeant sur la raison des actions du protagoniste. Il soupçonne que le jeune homme a une capacité spéciale et espère ne pas être déçu par le numéro 1 du classement. Au plus profond du labyrinthe gelé, les deux continuent leur périple à travers le dangereux manoir de glace. Le protagoniste sait que le boss du premier étage est proche et réfléchit à la manière de l'attirer. Soudain, un type aux cheveux roux apparaît de nulle part, l'appelant par son nom et les surprenant tous les deux. D'un ton arrogant, le jeune homme exige que le héros lui réponde car il s'adresse directement à lui. Sa partenaire lui demande alors s'il connaît ce type, mais Takiya répond que non. Le rouquin s'énerve d'être ignoré, criant qu'il ne devrait pas le sous-estimer parce qu'il est dans le classement. De loin, l'homme en costume observe la scène, se demandant quel pourrait être le rang de ce nouveau joueur. Le protagoniste dit qu'il a mémorisé le top 10, et que le rouquin n'en fait pas partie, puis lui demande son rang. Le jeune homme se présente comme Zhang Shuo, déclarant qu'il est classé 783e mais qu'il deviendra numéro 1. Le héros et sa partenaire le regardent sans expression en apprenant son rang. L'homme en costume s'énerve, pensant qu'il vient de perdre son temps à s'inquiéter pour ça. Tokia demande ce que veut le 783e, le rouquin crie qu'il est venu pour le vaincre. Il déclare qu'il montrera à tout le monde que la première place du protagoniste n'était qu'un coup de chance. Mais avant qu'il ne puisse agir, le héros lui assène un coup de poing décontracté en plein visage. La force de ce seul coup envoie le rouquin et ses amis rouler à terre. Avec un air ennuyé, le protagoniste lui dit de ficher le camp car il est très occupé. Le rouquin sort alors un couteau, déclarant qu'il n'a donné aucune permission au héros de partir. Ses amis l'encouragent, et le jeune homme dit que sa seule cible est le héros, la fille est à leur disposition. Le visage tuméfié, il crie qu'il rendra le coup de poing 100 fois plus fort. Tokia pense que ce ne sont que des idiots, pas vraiment de mauvaises personnes, et décide de leur donner une leçon. D'un coup de pied puissant, le protagoniste brise une porte en métal et attrape un tuyau pour s'en servir comme arme.
Il serre alors fermement l'objet improvisé, se préparant au combat contre les fauteurs de troubles. Avec un sourire narquois, il dit qu'il va tous les punir avec ce simple tuyau en métal. Le héros pense que c'est parfait, car il a besoin d'attirer le boss de l'étage d'une manière ou d'une autre. Il décide alors de tester sa nouvelle capacité de classe et active la résonance d'Outil. Le système révèle que le tuyau est une camelote inutile mais note que sa résonance peut augmenter avec l'usage. Le jeune homme trouve intéressant que la capacité puisse évaluer les armes et décide de l'utiliser souvent. Le rouquin le foudroie du regard, disant qu'il se surestime et regrettera de ne pas utiliser son épée. Impassible, le protagoniste se contente de regarder le groupe de fauteurs de troubles avec un air de mépris. Le chef hurle alors furieusement à tous ses amis de charger et d'attaquer le héros en même temps. Cependant, ses amis ont peur et le poussent en avant, lui disant d'y aller en premier. Agacé par leur lâcheté, le rouquin crie à ses amis inutiles d'attaquer sans hésitation. Mais l'un d'eux lui rappelle que le protagoniste est le numéro 1 mondial, et qu'ils n'ont aucune chance. Le chef crie qu'il s'en moque et ne sera satisfait que s'il peut vaincre le héros. Son couteau prêt, il charge en criant que peu importe si le jeune homme est rang 1 car il n'est rien. Mais avec un air ennuyé, le protagoniste pense qu'il va utiliser ses cris pour attirer le boss. Sans effort, il frappe le rouquin avec le tuyau en métal, lui disant d'utiliser davantage son cerveau. Le visage tordu de douleur, le jeune homme reste sans voix face à la force du coup. Il s'effondre alors à genoux, hurlant d'agonie, et tout le monde est choqué par la scène. Le héros commente alors que c'était un bon cri et que le boss a dû l'entendre. Soudain, un tentacule vert apparaît de nulle part et fonce à grande vitesse vers le groupe. Le tentacule s'enroule autour du corps du rouquin, le serrant fermement et le laissant désespéré. Sur ce, le jeune homme est emporté par la créature sans aucune chance de s'échapper. Ses amis paniquent, criant à quelqu'un de courir pour sauver leur chef. Yurika demande alors au protagoniste ce qu'était cette chose qui vient d'apparaître. Il répond que c'est le boss de l'étage et que le vaincre ouvrira le chemin vers le niveau suivant. Sur ce, le héros l'invite à le suivre, disant qu'il n'est pas nécessaire de se presser. La jeune femme est choquée par sa vitesse, se demandant si c'est là le pouvoir d'un joueur. Elle s'imagine alors en super-héroïne, excitée à l'idée d'acquérir des pouvoirs. De loin, l'homme à lunettes l'admire, se demandant s'il a fait tout ce chemin pour chasser le boss. L'homme en costume décide alors qu'il doit d'une manière ou d'une autre devenir son coéquipier. Pendant ce temps, les amis du rouquin crient au monstre de relâcher leur chef qui est en train de se faire écraser. Ils continuent de crier désespérément pour que la créature arrête son attaque et libère leur ami. L'un d'eux menace même la créature inconnue, disant qu'il va l'achever. À ce moment-là, l'un des amis charge pour essayer de sauver son chef des griffes du monstre, mais le monstre les attaque tous en même temps, les envoyant voler d'un seul coup. À ce moment, le boss de l'étage se révèle être une plante carnivore mutante de rang E+ aux stats élevés. Le rouquin est alors tiré dans la bouche du monstre, criant désespérément à l'aide. De l'intérieur de la bouche de la plante, le jeune homme voit le protagoniste s'approcher calmement. Le héros fait alors face au boss, son épée dégainée, prêt pour le combat final de l'étage. Le rouquin désespère, se demandant si le protagoniste va vraiment le sauver après tout ça. Sans une seconde d'hésitation, le héros charge avec son épée et tranche les tentacules de la plante. D'un seul coup puissant et précis, il déchaîne une entaille d'énergie bleue sur le monstre. La créature pousse un cri de douleur alors qu'elle est complètement coupée en deux par l'attaque du jeune homme. Le rouquin se retrouve libre, choqué d'avoir été sauvé par son rival. Mais il réalise que le sentiment d'être sauvé est plus douloureux que d'être vaincu. Le héros lui dit alors de se relever, ajoutant que s'il veut atteindre le top 10, il se battra avec son épée. Le protagoniste le met au défi d'atteindre le top 10 pour qu'il puisse se battre d'égal à égal. Le rouquin reste silencieux un moment, assimilant les mots de son rival qui vient de le sauver. Avec détermination, il promet qu'il y arrivera certainement et le remercie de l'avoir sauvé. Le boss vaincu, le passage vers l'étage suivant s'ouvre, présentant deux options. Pour monter, ils doivent combattre des monstres mutants. Pour descendre, ils doivent affronter des fantômes effrayants. La partenaire du héros le rattrape enfin, et le système les avertit qu'ils ont peu de temps. La jeune femme désespère, demandant lequel des deux terribles chemins il devrait choisir. Le rouquin la regarde, notant que même si les deux chemins sont effrayants, elle semble excitée. La fille est ravie à l'idée de monstres et de fantômes, disant que les deux options sont géniales. Avec un sourire, elle s'enthousiasme pour les choix et se demande si le protagoniste la trouve étrange. Il la regarde alors sérieusement, lui demandant laquelle des deux options elle veut vraiment choisir. La jeune femme panique, réalisant qu'elle ne peut tout simplement pas décider entre les deux. Soudain, l'homme à lunettes apparaît, demandant à rejoindre leur groupe pour le voyage. L'homme se présente comme Mori Shigeruki, 34e rang mondial, et dit qu'il peut être utile. Le protagoniste remarque qu'il s'est enfin montré, et sa partenaire est choquée par son rang élevé. Le rouquin se moque alors de son classement, déclarant qu'il sera sûrement un futur joueur du top 10. Le héros révèle qu'il avait remarqué qu'on le suivait mais avait décidé de laisser faire. Il se souvient alors que dans sa vie passée, l'homme à lunettes l'a sauvé quand il en avait le plus besoin. Shigeruki est surpris d'avoir été remarqué par le jeune homme et le regarde avec curiosité. Le protagoniste se souvient avoir été trahi et avoir cru périr des mains de son ancien allié,
mais il fut sauvé par l'homme à lunettes qui lui dit que son talent était trop précieux pour être gaspillé. Les lunettes brillantes, il a promis que si le héros suivait ses ordres, il le laisserait terminer le donjon. Et c'est ainsi que le protagoniste a réussi à terminer le donjon étape par étape avec son aide. À l'époque, l'homme à lunettes fut un véritable sauveur pour lui au milieu de tout ce chaos. Cependant, même quelqu'un d'aussi compétent que lui a finalement perdu la vie dans ce jeu cruel et mortel. À ce moment, le jeune homme a appris que peu importe la force de quelqu'un, pour les dieux sombres, tous les joueurs ne sont que de simples jouets pour l'amusement d'entités maléfiques. De retour au présent, l'homme à lunettes demande si quelque chose ne va pas avec le protagoniste. Le rouquin se demande alors pourquoi le numéro 1 mondial s'embêterait avec un simple rang 34. Mais le héros dit que les gens forts sont les bienvenus, et qu'il avait besoin d'un guerrier féroce comme lui. Il offre alors quelques cartes en signe de reconnaissance, mais l'homme à lunettes refuse. Le protagoniste pense que puisqu'il l'a aidé dans le passé, c'est maintenant à son tour de lui rendre l'appareil. Avec un sourire, Shigeruki dit que Monsieur Kurozu est en effet très fort et accepte les cartes. Avec un sourire, l'homme à lunettes offre les cartes à la partenaire du protagoniste. La jeune femme est incroyablement excitée, disant qu'avec celle-ci, elle peut aussi devenir une super-héroïne, mais elle hésite, cherchant l'approbation de son ami avant de prendre les cartes. Il lui dit alors de faire comme elle le souhaite, car elle a besoin des cartes pour devenir plus forte. Avec un sourire radieux, la fille dit merci et prend les cartes de son nouveau coéquipier. Shigeruki dit que c'est lui qui devrait être reconnaissant, pensant que maintenant il peut leur faire un peu confiance. Il décide alors qu'il pensera à un cadeau pour le protagoniste à leur retour à la réalité. Le héros prévient que le boss de l'étage suivant est plus fort, et qu'ils ne peuvent pas se permettre de perdre du temps. Les deux nouveaux compagnons sont d'accord et se préparent à suivre les indications du protagoniste. Le rouquin s'enthousiasme en pensant que si même le binoclard peut se joindre, alors il peut sûrement aussi. Il se déclare génie et se prépare à demander à rejoindre le groupe du joueur numéro 1. La main levée, il demande à rejoindre le groupe et à combattre à leur côté dans le donjon. Mais d'un regard froid et direct, le protagoniste lui dit de disparaître de sa vue. Le rouquin reste complètement sans voix, incapable de croire qu'il a été rejeté si sèchement. Shigeruki demande alors si le héros connaît bien ce donjon, et il répond que sa structure est simple. Il explique que le manoir a 7 étages, et qu'il était au 4e étage jusqu'à présent. L'homme à lunettes est surpris et demande s'il connaît aussi la faiblesse du boss final. Le protagoniste révèle qu'il y a 2 boss finaux, et qu'ils ne peuvent pas être vaincus par des moyens normaux. Le seul moyen de terminer le donjon est de faire en sorte que le boss de l'étage inférieur rencontre celui de l'étage supérieur. Choqué par cette information, Shigeruki réalise qu'il devrait se diviser en 2 groupes, mais le protagoniste révèle son plan d'attaquer d'abord l'étage inférieur puis de monter en vitesse. Il explique que cette stratégie leur permet de faire se rencontrer les 2 boss tout en minimisant les risques. L'homme à lunettes est impressionné, remarquant que c'est une stratégie que seul Tukia pourrait exécuter. Yurika réalise alors que son plan initial était d'attirer les 2 boss et d'affronter le dernier seul. Le héros confirme mais dit qu'il a choisi une option moins risquée car la sécurité de celle-ci est plus importante. Avec un sourire, la jeune femme le remercie, disant qu'il est très gentil de s'inquiéter pour elle. Soudain, elle éternue, se plaignant du froid intense à cet étage du manoir. La fille se plaint d'être gelée malgré l'augmentation de ses stats, et son panneau apparaît. Le protagoniste explique que la température ici baisse presque 2 fois plus vite qu'au premier étage. Ils conviennent de vaincre le boss aussi vite que possible pour avancer. Soudain, un œil bleu brillant s'ouvre dans l'obscurité, observant le groupe de joueurs. Le boss de l'étage apparaît, un énorme loup blanc aux puissants yeux bleus brillants. Avec lui, une horde de fantômes aux yeux violets brillants apparaît, prête à attaquer le groupe. Shigeruki se demande comment le héros a trouvé le boss si vite dans un labyrinthe aussi vaste. Le protagoniste répond que c'est un chemin qu'il a appris au péril de sa vie et qu'il n'oublierait jamais. L'homme à lunettes est stupéfait, se demandant si le jeune homme était déjà venu ici, même avant le jeu. Le boss de l'étage se révèle être un molosse de rang et avec des stats de puissance et de vitesse très élevés. Le héros prévient qu'il arrive et dit aux 2 autres de se concentrer sur leur propre protection. Shigeruki l'assure de ne pas s'inquiéter, promettant de protéger Eureka de sa vie. Sur ce, le protagoniste se sent plus à l'aise, sachant que sa partenaire sera en sécurité pendant le combat. Avec son épée brillant d'une lueur bleue, le protagoniste charge de toutes ses forces l'énorme loup blanc. Il défie la créature au combat, et le monstre pousse un rugissement furieux en réponse. Sans perdre de temps, le héros assène un coup précis et puissant sur la tête du loup géant. Pendant ce temps, les fantômes aux yeux violets brillants rugissent et s'avancent pour attaquer. Shigeruki agit rapidement, se positionnant devant Eureka pour la protéger des monstres. Avec des mouvements vifs et précis, il commence à combattre les fantômes en utilisant les arts martiaux. Il se révèle être le 9e successeur du Bagazagne, déclarant que les fantômes ne sont pas de taille face à lui. Avec un sourire confiant, il dit à Eureka de ne pas s'inquiéter, car il s'occupera de tout rapidement. Mais la jeune femme surprend tout le monde en assénant facilement un puissant coup de poing à l'un des fantômes. Elle devient incroyablement excitée en réalisant qu'elle peut aussi vaincre les monstres avec sa nouvelle force. L'homme à lunettes est surpris, pensant qu'elle aussi est pleine de mystères, tout comme Tokia.